comme je disais, ça va être un peu technique. Mais pas vraiment. Mais un peu technique quand même. Parce que y a du co-auteurat dans tous les jeux de Théo, enfin dans tous les jeux, dans beaucoup de jeux de Théo Rivière. Et après, beaucoup de jeux aussi sont enfin, il y a plein de styles dans les jeux parmi la ludographie de Théo, donc ça va être intéressant. C'est que je regarde surtout en replay, et je suis super curieux du truc. Bah c'est cool, c'est cool. Bon, l'idée après c'est chill, hein, c'est qu'on regarde les jeux, on essaye d'analyser les règles, quels sont les points communs, etc. Donc c'est pas non plus, voilà. Mais l'idée, ça va être un petit peu de voir un peu tout ça et d'essayer de trouver des points communs. Je pense qu'on est parti. On va commencer. Alors. Hop. Il y en a pour 1 heure? Non, il y en a pour plus. Personne d'autre fait ça, je crois. Bah, je suis content du coup de faire des trucs un peu originaux. Au final, je me rends compte que les gens sont plus intéressés quand je parle de proto et que je... Oh, coucou, hyper super zouille. Quand je parle de proto, quand je parle de game design, quand je parle d'auteur, etc., de milieu du jeu, du coup, un côté un peu plus pro, si on peut dire, que quand je teste des jeux, même si moi ça me plaît. Mais c'est vrai que c'est un peu redondant avec tout ce qu'il y a déjà sur Twitch, sur YouTube, sur tous les réseaux. Donc je me dis, bon allez, on va diversifier un petit peu, on va un peu changer. On va proposer un truc un peu différent, même si c'est un peu plus niche quand même, qu'on se le dise. Mais l'idée c'est peut-être in fine faire vraiment un truc peut-être un peu plus tourné axé pro et axé milieu du jeu pro. Je pense que c'est une plus-value à toi puisque t'es dans le milieu quoi. Oui bah après c'est ça, mais bon j'aime bien aussi tester des jeux et donner mon avis en tant que auteur parce que je suis pas édité, donc plutôt game designer mais pas vraiment encore reconnu on va dire. Mais et aussi du coup le côté plus édition, mais c'est pas pareil. C'est que je comprends. Maintenant que t'es ludicaire en plus. Ouais bon après j'aime pas le terme ludicaire, j'ai un peu du mal. Mais bon ça c'est personnel. Bon, voici la ludographie de Théo Rivière sur MyLudo. Normalement, elle est complète. J'ai filtré par jeu de base, évidemment. Ah, désolé. Non, pas de souci. C'est juste en fait que je trouve que c'est un terme qui fait un peu élitiste en fait. Tu vois, si tu dis à quelqu'un je vais chez mon ludicaire, les gens comprennent pas trop. Et alors que tu dis je vais à la boutique de jeux, tout de suite les gens comprennent quoi. Je trouve ça, voilà, c'est un peu le terme que j'ai un peu du mal. Donc j'ai déjà sorti les jeux où Théo était l'auteur seul. Bienvenue à bord, on est au club sous scellé, je sais pas ce que ça vaut. Bah, on regardera tout à l'heure parce que c'est du co-auteurat aussi, hein. C'est Team Kaidama, voilà. Donc on verra ça après. Mais on va déjà un petit peu faire la liste de ce que j'ai trouvé là en jeu où il n'y a que Théo. On a trouvé du coup Détective Charlie, Sea of Clouds, Shinobi Wata, Sticky Caméléon, oui tout à fait, Tapage Nocturne et Tucano. Ce qui est au final assez peu. Seul au game design du coup, tout à fait. Il fait pas les illus je crois, ouais non pas encore. Ce qui paraît il est pas très bon. Il y a aussi Unagi, que j'avais pas pris. Mais Unagi, oui si Unagi on peut trouver les règles. Je vérifie si j'ai pas raté quelque chose sur MyLudo. Après Sticky Cthulhu ou Sticky Caméléon c'est la même chose, donc on va pas... Unlock c'est pas le créateur, il a fait un scénario. SOS Dino c'est du... c'est tout ça après c'est du co-auteurat. Sticky on est techniquement 2, c'est une commande de Cédric Barbet, l'un des boss de Yellow. Ah oui d'accord, ouais. Mais du coup est-ce que Cédric a vraiment participé dans la partie vraiment game design du jeu ou c'était... Le jeu est sur une idée 2, d'accord. Oui, donc il y a quand même, entre guillemets, plus la patte Théo Rivière en termes de game design, en termes d'idées, de concept. Il y a du Cédric Barbet, mais dans le game design, il y a du Théo Rivière. Ok. Et puis sinon, le reste, c'est que du co-auteurat ou du coup, avec Corentin Lebras, avec Maxime Rambourg et compagnie, donc, ou Kaedama, voilà. Donc, on va se les faire un petit peu dans l'ordre chronologique, hein. Histoire de se dire comment Théo Rivière a commencé et comment il a fini. Le résultat, c'est plutôt bien. Hein.
Merde. Hop, et donc on va commencer avec Shinobi Wata. Alors, je vous avoue, parce que je ne peux pas connaître tous les jeux. C'est normal. Donc, on va regarder les règles ensemble. J'ai pas fini là. Ah oui, non, t'as pas fini, mais actuellement, sur là où on va s'arrêter, ça continue, ça, on va dire, voilà, ça progresse plutôt bien, je trouve. Comment il a fini, c'est radical, non mais... Fin de carrière à 30 ans. Mais non, j'ai pas dit ça. Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shinobi Wata, un jeu pour 2 à 4 joueurs. On découvre les règles, tranquille. De ninja. Donc, dans Shinobi Wata, nous avons plusieurs modes de jeu, dont le mode de jeu grand maître, qui est le mode de jeu de base. Encore donc, des modes de jeu. Shinobi Wata, le principe c'est que nous ça, sommes des ninjas qui allons recruter d'autres clans de ninjas pour essayer de combattre un boss et pour gagner en fait des points de victoire. Donc c'est un jeu qui va se jouer en 3 manches à chaque fois, où nous allons jouer avec des cartes de clans. Donc nous avons 9 clans. Dommage. Et chaque clan comporte 9 cartes. Chaque clan possède un certain nombre de capacités spéciales qui vont se déclencher quand on pose ces cartes par 2 ou par 3. Certaines combinaisons de cartes vont permettre de piocher, d'autres d'attaquer les adversaires, de leur voler des cartes, de les interrompre, etc. Donc à son tour de jeu, on pioche une carte, et ensuite Théo essaye de refaire déjà l'histoire devant soi, qui correspond au recrutement. Donc on peut poser les cartes par 1, 2, 3 ou 4, en respectant les conditions qui sont qu'on doit jouer des cartes d'un même type. Donc par exemple ici, je peux jouer 2 cartes du clan du corbeau qui me permettent d'aller consulter la pioche et de piocher par exemple 2 cartes. Une manche se termine dès qu'un joueur a réussi à recruter 4 clans de ninjas spécifiques devant lui, sachant que les autres peuvent leur détruire des clans de ninjas ou leur voler. Et chaque clan de ninja doit être unique devant un joueur et ne doit pas dépasser 4 cartes. Donc ce qui veut dire que par exemple ici, je peux au maximum reposer encore 2 cartes du clan du corbeau. Un et peu ici, un jeu de collection de du coup, mais il existe aussi d'autres types de cartes qui sont des les trucs yokai, un peu d'interaction, qui ont des pouvoirs spéciaux qui vont pouvoir être posés par-dessus une série de cartes d'un clan de ninja déjà posées. Donc chaque carte possède une certaine force de combat. Dès qu'un joueur a posé 4 clans devant lui, nous allons faire la somme de toutes les forces de combat et nous allons définir l'ordre des ninjas en fonction de leur force de combat. Le premier joueur va recevoir le plus grand nombre de petites étoiles Chiruken, de jetons, le deuxième joueur un certain nombre, et ainsi de suite. Et ensuite, nous allons passer à la phase qui se joue entre chaque manche, qui consiste à assigner des étoiles de ninja. Donc, nous allons pouvoir les assigner ici. C'est un peu lourd en mécanique, qui va me donner quand des points même, de victoire et qui va nous permettre d'aller consulter les cartes de boss. 2014. Donc, il faut savoir qu'il y a 5 cartes de boss dans le jeu, mais qu'on n'en combat qu'une seule. Chacun d'eux a des conditions de gain de points de victoire en fin de partie qui sont spécifiques. Certains donnent des points de victoire négatifs si on mise trop de shuriken dessus. Certains demandent de placer plus de points de shuriken dessus pour les combattre, etc. On va pouvoir les placer ici pour pouvoir aussi gagner des points de victoire et avoir un avantage temporaire à la prochaine partie. Le dernier joueur aura un avantage permanent pour sa prochaine partie. Et enfin, on va pouvoir placer sur le boss final pour essayer de le combattre. Cette carte ne sera jamais vue par les joueurs, la carte de boss final, ce qui veut dire qu'il faudra essayer d'aller à la pêche aux informations sur ces 3 cartes. Et il y a même la possibilité d'aller voir la carte qui n'est pas en jeu. Alors je vous dirai après mon avis, pour en déduire quel est le monstre. Là vous avez les avis un peu à chaud, mais après je vous ferai un peu l'analyse sur le truc. À la fin de la partie, on révèle le boss final, on regarde ses conditions de victoire, on calcule les points de victoire de chaque joueur en fonction du nombre de Chiruken qu'il a misé pendant les 3 manches précédentes, et on détermine qui est le gagnant de la partie. Voilà, Shinobi Wata, affrontement de ninja et jeu de combinaison de cartes, où on devine aussi... Waouh! Ah oui, donc déjà on commence... Alors Shinobi Wata, donc c'est quand même le premier jeu, son premier jeu, hein, donc on rappelle quand même, hein, c'est-à-dire que c'est pas, comment dire, c'est pas simple hein, quand on commence un premier jeu, hein, c'est pas toujours le meilleur jeu, on a le droit de faire des erreurs aussi. Mais en fait là c'est surtout, outre qu'il y a des trucs, c'est que
Enfin, ça peut être bien ou pas bien. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses, je trouve, mécaniquement. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de collection où tu essayes de faire des familles de ninjas, avec aussi de l'interaction entre les joueurs, avec les effets de cartes, avec en plus du côté où avec tes shurikens tu peux récupérer des points de victoire et tu peux aller taper le boss. Enfin, il y a plein de choses comme ça, c'est assez prolifique, il y a pas mal de petits trucs dans chaque coin en fait. C'est assez surprenant je trouve en matière de réflexion. De ce côté de on va faire ça et puis on va rajouter ça et puis on va rajouter ça. Après, là, je trouve que les règles sont peut-être pas hyper bien expliquées. Je trouve qu'elles sont t'as l'impression d'être un peu confus, t'as l'impression de plus trop savoir où est-ce que tu vas. Donc c'est un peu particulier. Mais parce que déjà j'arrive plus à suivre le début j'arrive plus à me rappeler du début de l'explication. Donc ça veut dire que c'était pas hyper clair. Mais ça donne cette impression là. Alors du coup je vais lire un petit peu. Du coup ce qui a été. Tiens, j'ai une question, c'est à propos des game design qui font des jeux en utilisant des univers pour lesquels ils ne sont pas experts, notamment le Japon par exemple. Je vois passer parfois des trucs à ce propos sur Twitter ou autre, Gorinto par exemple. C'est une chose à laquelle tu fais gaffe Théo, même si idéalement il faut engager des experts, c'est rarement fait. Et oui, l'illustrateur c'est Nayad, tout à fait, hein. C'est pour ça qu'il est très bon, hein, Nayad exceptionnel. Pour le coup je ne le faisais pas du tout pendant longtemps, mais aujourd'hui je considère ça comme important, surtout quand tu touches à un truc culturel. Là, Shinobi, c'est dans une logique de pop culture et de culture japonaise, tout à fait. Le proto était juste collection, bagarre. L'éditeur a amené le mode avancé avec les shurikens et tout. D'accord. Clairement, c'est une couche un peu en trop. Voilà. Et les règles sont assez mal expliquées, je suis d'accord, ouais, voilà. Mais effectivement, hein, les sujets, si vous parlez de thèmes comme ça, en fait, si vous abordez un thème que vous ne maîtrisez pas, faites attention. Parce que c'est des sujets parfois que vous maîtrisez pas complètement. Et je vous conseille de vous intéresser sur le sujet de l'appropriation culturelle. C'est lourd, c'est un peu sérieux, c'est un sujet qui est compliqué et sensible, mais c'est important aussi de bien savoir ce que c'est, savoir si on en fait ou pas, etc. Parce que clairement, certaines choses sont pas encore maîtrisées par tout le monde en se disant est-ce que c'est lourd et sérieux, mais c'est très important, tout à fait. Mais du coup, c'est l'idée aussi de comprendre en fait pourquoi certaines personnes font ça, pas d'autres, pourquoi ils le font, est-ce que j'ai le droit de le faire aussi sans avoir l'air critique, ridicule ou rabaisser la culture des autres. Notamment, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais sur des photos je parle vraiment en principe de jeux récents, l'exemple qui me vient en tête rapidement, c'est pas pour critiquer les gens parce qu'ils ne connaissent pas. C'est à eux, il faut les éduquer, hein, j'ai toujours dit, hein, il faut jamais critiquer les gens, il faut plutôt aller les éduquer, leur poser la question, aller leur envoyer un petit message sans critique, sans véhémence, etc. Être assez éducatif avec les gens. Mais c'est arrivé avec certaines photos qui parlaient de Shaman, le jeu de chez Studio H, où certaines personnes portent des tenues d'Amérindiens. Ces personnes-là, peut-être, ne connaissent pas tout le côté de l'appropriation. Enfin, c'est quand même une appropriation de la culture des Amérindiens, etc. Est-ce que c'est approprié ou pas? Voilà, c'est compliqué. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Et du coup, dans le sujet, quand on parle du Japon et des choses comme ça, ou même d'autres sujets, ça peut être un peu compliqué parfois de voir un thème. Là, Shinobi Wata, c'est le côté plutôt les séries de Shinobi où on se tape dessus, et puis un peu comme Ninjago chez Lego. Tu vois, enfin, c'est des ninjas qui se tapent dessus. Enfin, on va pas non plus épiloguer. Mais mais carrément, il y a plein de gens sur Insta, notamment, qui font des photos avec des costumes, c'est gênant. Bah, ça peut arriver, ouais, effectivement. Shaman, mais aussi Gorinto plus récemment, tout à fait. Alors Gorinto, clairement, l'auteur l'a dit. Genre, au début c'était ça comme thème, puis au final c'était ça, puis au final c'était ça. Et on en a parlé quand on a fait le live sur Gorinto. Il y a des erreurs dans l'écriture, même la traduction.
Parce que avec la régie, on connaît un petit peu le Japon et on se renseigne un peu plus que ça. Et, euh, et en plus, la régie a fait chinois. Elle parle chinois. Enfin, elle parle chinois. Elle sait lire quelques. Pas mal quand même. Oui, quand même pas mal. Hein. Pas mal d'idéogrammes chinois. Enfin, c'est des quoi? Oui, c'est des idéogrammes. On peut dire des idéogrammes. Des caractères, voilà. Du coup, on a vu qu'il y avait des erreurs, quoi. Donc après, l'auteur l'a dit clairement, en mode, moi, il me fallait un thème, il me fallait 4 valeurs, enfin, il me fallait 5 valeurs, et puis c'est marre, quoi. Je m'en bats les couilles. Ouais, quand la régie parle, parfois, j'ai l'impression que c'est du chinois. Vous êtes taquin, hein. Bon, c'est Zoidberg, hein, c'est comme d'hab. Mais je crois que beaucoup de gens ne sont pas encore éduqués sur ces sujets et c'est difficile à aborder, tout à fait. C'est pour ça que actuellement, je vous dis, soyez plutôt dans la bienveillance, envoyez des messages si vous trouvez ça un peu gênant ou problématique, etc. Dites-le en mode, est-ce que tu connais ça? Peut-être qu'en fait, c'est une culture que tu maîtrises pas, mais ça a plus ce sens-là, donc ça serait mieux si tu pouvais l'aborder convenablement. Mais bon, une chose à la fois, et du coup les gens petit à petit, voilà. Mais bon, revenons à où on en était, du coup, Shinobi Wata. Alors, le jeu, donc, effectivement, donc, de ce que dit Théo, hein, mais on voit que du coup, il y a une couche qui a été rajoutée, effectivement, c'est un peu lourd. Outre que la règle n'est pas très bien expliquée, mais bon, on essaye de faire avec ce qu'on peut rapidement, sans non plus passer 1 heure en lisant les règles, hein, parce que sinon, c'est pas qu'on s'emmerde, mais un peu quand même. Mais du coup, on a un côté jeu de collection baston, un peu dynamique, un peu tac-tac, un peu touchy, quoi, un peu ce que j'appelle funky, hein, le côté un peu, c'est dynamique, voilà. Thème japonais, assez pulp au final, et aussi un truc avec plein d'effets. C'est cette famille-là, elle fait tel effet, cette famille-là, elle fait tel autre effet, et en fait, tu peux faire tel effet, et puis paf, 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 les effets. Et c'est différent, et tes parties sont différentes, et ce que tu peux jouer, c'est différent. C'est assez surprenant. Voilà. Du coup, on ne parlera pas, vu que Théo nous a dit que... les combos! Oui, en plus, Théo ayant un passé Magic, effectivement, ce serait pas étonnant qu'il y ait de la possibilité de combo assez funky. On parlera pas du coup de la partie où on pose des shurikens parce que c'est un add-on de l'éditeur et donc du coup c'est quelque chose qui comment dire ne correspond pas à l'idée, enfin à l'idée originale de Théo. T'es plutôt Johnny. Alors je suis Johnny, hein, clairement. Je suis pas le gros joueur de la mort là. Je sais plus c'est quoi le terme. Mais moi j'aime bien les trucs funky, hein, dans Magic, hein. Les trucs où c'est rigolo, hein. Bon, enfin, passons à Sea of Clouds. Et là, vous verrez que je suis un inculte. Non mais évidemment, oui. C'est évidemment que tu posais la question à Théo, mais voilà, je donne mon avis aussi. C'est mon live quand même, j'ai le droit de parler de mon live. Allez, Sea of Clouds, je vous avoue, je le connais pas assez bien. Parce que je n'y ai pas joué. 30 minutes. Ah non, hein. Ah non, hein. On n'est pas d'accord. Non mais ça m'intéresse aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Bien, je m'en suis bien rendu compte, hein, que c'était pas moi la star de ce soir, hein. J'étais pas la star ce soir. Mais c'est normal, hein. C'est normal, hein. Ah, il y a un Ludo Chrono. Quand même... Salut les moussaillons, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter Sea of Clouds. Sea of Clouds, c'est un jeu compétitif de sélection de cartes et de scoring pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 3/4 d'heure, un petit peu moins. Donc dans Sea of Clouds, nous incarnons un capitaine pirate qui va essayer d'acquérir le plus de trésors et gagner le plus de doublons car nous sommes cupides et avides. Comment faire? Eh bien, c'est très simple, nous allons récupérer des cartes. déjà, ça vous pouvez voir que les dos de cartes sont différents, c'est tout à fait normal. Nous pouvons consulter le type de carte à tout moment dont il s'agit. Je vais vous présenter les 4 types de cartes. Grosso modo, nous avons les pirates qui nous permettent d'affronter nos voisins, les reliques qui nous permettent de marquer des points de façon exponentielle en fonction du
du nombre de reliques, de la même relique que nous avons. Nous avons plein de chants de sirène, on va gagner. Vous allez voir la suite, je vais connaître un peu mieux. Par contre, si on n'en a pas beaucoup, on va peut-être même en perdre. Nous avons les roms qui donnent des points de façon fixe, sauf exception. Effectivement, il et regarde nous beaucoup son avons retour. les objets qui nous donnent des pouvoirs spéciaux. Non mais oui, Ces il regarde pouvoirs son retour, peuvent être secrets, il est donc mauvais, être placés dans la zone il était secrète. mauvais, maintenant il est mieux. Mais... Être public également, ou alors être des pouvoirs à effet unique et passager. Donc nous révélons l'objet et nous le jetons. Nous faisons son pouvoir et nous le jetons. Ah, et déjà on retrouve un truc, c'est qu'on peut faire plein de trucs avec la carte. Chaque tour, nous allons acquérir des cartes. Nous faisons une escale et nous récupérons un de ces 3 lots. Ici, nous sommes dans une configuration à 3. Et admettons que je sois le premier joueur parce que j'ai le perroquet et le chapeau du capitaine. Ah, je vais regarder le premier lot, le consulte secrètement. J'aime pas. Je le laisse. Je place une nouvelle carte pour le joueur suivant et je regarde le deuxième lot. Un peu quelque chose qu'on va retrouver avec ce deuxième lot me plaît. Je le mets dans la zone correspondante de mon plateau de jeu. Je place une nouvelle carte sur le lot vide. Les illustrations sont très chouettes. Ce sera au joueur suivant de choisir ses lots. Il va donc regarder plus de cartes et mon choix va l'avantager. Une fois que tous les joueurs ont choisi, nous déplaçons la petite frégate des airs d'une case et nous allons faire ainsi jusqu'à la fin de la partie. Lorsque nous devrions quitter une case avec le petit symbole pirate, nos pirates ont envie de se bagarrer et ils s'affrontent. Nous avons donc des pirates que nous allons jouer face visible chaque fois que nous les récupérons et admettons que nous soyons dans cette situation. Encore double mécanique. Encore double mécanique. Encore un truc où il y a du conflit et en fait c'est une mécanique en plus dans le jeu. Il a 3 en force et les choses en tout cas sur les débuts. a 6 points de force avec ces 2 pirates. Je ne vais donc gagner que contre le duc de Plessis et du coup je ne vais gagner que 2 doublons. Encore de la baston, tout à fait. Elle gagne donc sur ses 2 adversaires. Le second dit gagner 1 point de victoire par bataille que vous remportez. Elle gagne sur 2 personnes, elle va donc gagner 2 points de victoire. Le coq, lui, permet de récupérer le perroquet qui tranche toutes les égalités. Une fois que tous les combats sont faits, c'est le cas, nous allons défausser tous les pirates et passer au tour d'après en déplaçant la frégate. Une fois que nous arrivons au bout de la piste, nous allons faire une dernière bataille générale et annoncer la fin du jeu et indiquer les scores sur ce petit carnet. Nous avons les doublons que nous aurions pu acquérir, c'est un les roms qui nous donnent des points de manière fixe, comme je vous le disais, les reliques, les secrets, les objets verts, et enfin le total, et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Vous savez à peu près tout sur Sea of Clouds, alors maintenant, voguez bien et bon jeu. Et regarde, arrête de regarder ton retour. Mais bon, là du coup, on voit que les cartes, on peut les utiliser dans plein de choses. On les met face visible, on peut les mettre face cachée, on peut les dépenser pour faire un effet direct, on peut gagner des points en fin de partie, etc. Il y a ces cartes vont nous permettre de gagner plusieurs points de victoire à différents endroits, etc. Et il y a encore du conflit. Aussi, on emboîte 2 mécaniques dans un sens. Encore une mécanique de collection, mais aussi du coup une mécanique de combo. Et le côté, le coq c'est la carte. Ah d'accord. 6 joueurs, de 2 à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi ils ont fait... Effectivement, je sais pas qui a fait cette install à 6, mais il s'est dit, je vais tout mettre. Je vais tout mettre, voilà, pas les couilles. mais du coup, voilà, on emboîte quelques mécaniques. C'est plus léger. Déjà, ça c'est plus allégé par rapport au jeu précédent. Mais on remarque quand même qu'il y a ce côté, on veut faire des combos, on veut faire des effets, on a plusieurs possibilités. Entre guillemets, si un gameplay ne te plaît pas, t'en as un autre. Un petit peu ça. Tu vois, c'est si ça te plaît pas, fais de l'autre manière. Il y a un petit peu ce côté-là, je trouve. Un côté un peu, on n'a pas envie de déplaire aux gens. On leur propose du coup de la collection et du conflit, en même temps du bluff, etc. Il y en a pour tous les goûts, c'est un peu ça, ouais. Donc je trouve qu'il y a ce côté-là, où du coup tu peux bluffer en disant je vais la prendre, je la prends pas parce que c'est nul, mais en fait je vais la prendre pour plus tard parce que comme ça j'aurai plus de cartes avec. Il y a un peu ce côté-là qui peut être intéressant. Il y a le côté du coup, comme je vous disais, un combo avec les cartes, et les multiples utilisations, les pirates et le conflit, etc. Donc ouais, assez encore pluridisciplinaire. Toujours ce côté funky, on a envie de faire des trucs rigolos avec nos cartes.
et ce côté conflictuel. On est là pour se taper dessus un petit peu. Et du coup, au final, par contre, au niveau du thème, c'est assez différent. On conserve le côté un peu cartoon pulp, mais c'est carrément autre chose. Là, c'est les pirates dans le ciel, quoi. Donc c'est plus... Enfin, c'est assez différent quand même des ninjas. Alors qu'Antoine Boza, par exemple, on l'a vu, le Japon revenait assez souvent. Ensuite, on passe à Sticky Caméléon. Bon, Sticky Caméléon, on l'a vu. On va mettre quand même le petit trailer. On va peut-être le mettre en silencieux, comme ça j'explique rapidement. Mais Sticky Caméléon, nous avons des petites langues de caméléon collantes. On lance les dés, qui nous dit du coup qu'est-ce qu'on doit attraper. Et le plus rapidement possible, on doit lancer son tentacule pour attraper le vil insecte qu'on doit attraper. Sauf qu'il y a des petites abeilles et il faut pas les choper, elles, au contraire. C'est un jeu qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus light, qui est aussi pour un public beaucoup plus jeune. Ça fait penser à ces jouets des années 90, des trucs collants qu'on foutait au mur. Tout à fait, même les petits bonhommes là qui descendent tout seuls, ou les mains. Même il y avait des mains. Hein. On avait des mains ou même des balles élastiques au caoutchouc là. Clairement partie du matériel. Oui, voilà. Alors, on rappelle, pour l'idée du jeu de Sticky Caméléon, c'est parti de l'idée du matériel de faire un jeu avec des mains collantes. L'idée de base, c'était faire ça. Faire un jeu avec des mains collantes. Du coup, arriver la mécanique ensuite. Donc le matériel était déjà présent avant d'avoir la mécanique. Vous voyez quand même le côté où... déjà, ça c'est beaucoup plus simplifié en termes de mécanique. Par contre, il y a toujours le côté où on est là pour se marrer. C'est là pour être fun, c'est là pour être léger, c'est funky, c'est tranquille. Enfin, c'est tranquille. C'est dynamique plutôt. Mais c'est pas prise de tête. On ne prend pas la tête. C'est assez léger. Ça change drastiquement de ce qu'on a vu avant. Mais c'est intéressant à voir. Parce que, déjà, on va commencer à arriver dans une autre phase. Évidemment, là, on parle des jeux solo. Enfin, on parle des jeux solo. Des jeux où Théo Rivière est seul. C'est-à-dire qu'on passe quand même de 2014 à 2016 à 2017. Et on passera à 2019 juste après. Entre-temps, d'autres choses ont été faites. Mais pas seul. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Et du coup, de faire le rappel de ce côté-là. Le côté bordel à la table, tout à fait. Il y a du chaos, etc. C'est toujours intéressant parce qu'il y a du chaos. Il se passe des choses. On va passer à la suite, parce que Sticky Caméléon, c'est assez différent. On voit bien par rapport à Sea of Cloud ou Shinobi Wata. C'est quand même des jeux Ces deux-là sont assez proches, au final. Shinobi et Sea of Clouds. Sticky Caméléon est assez différent en termes de propos, même si on garde effectivement toujours ce côté composante sociale. On est là pour s'amuser, on est là pour se marrer. Le devoir de la tisane du jeu vidéo avec Elodie m'appelle, je file, vivement le replay, encore merci. Pas de souci, un plaisir, encore merci d'être passé. Et puis du coup, bon jeu vidéo. D'ailleurs, conseil Théo. Prochain jeu que tu peux faire à deux avec Elodie, ta compagne, It Takes Two. Très bien. Spiritfarer aussi. Très bien à deux maintenant. Améliorer le mode coop. Spiritfarer, ça fait pleurer. It Takes Two, ça parle de couple, d'amour, etc. Et c'est un peu rigolo. Et du coup, bonne tisane et bonne partie. Et vous commencez le Plague Tale. Oh, cool. J'aime beaucoup le design. Design très chouette de Plague Tale. Allez, on continue, nous, avec Tapage Nocturne. Alors, Tapage Nocturne, il est dans la wishlist. Ah, cool. Tapage Nocturne, c'est un jeu qui est dans la même veine que Sticky Caméléon. Un jeu très fun. Un peu bancal vers le boss final, j'ai trouvé, mais j'ai beaucoup aimé, alors que les vidéos m'ont laissé froid. Ah ouais, d'accord. Étonnant. Ils sont d'ailleurs. Ah, cool. Tapage Nocturne, jeu avec application mobile. En gros, c'est un jeu de comment dire, de rapidité, de réflexe, avec du son, party game complet, où du coup il va y avoir un son qui va être lancé au hasard.
Et il va falloir le plus rapidement possible taper sur la carte qui correspond au son. Une fois que ce son, une fois que la personne a tapé sur la carte, félicitations à elle, elle a le droit de changer le son en s'enregistrant avec le téléphone. C'est là l'avantage du truc. Et du coup, elle refait le son elle-même avec sa voix. Ce qui fait qu'en fait, ça va changer. Du coup, in fine, les sons vont être assez différents par rapport à ce qui s'est passé au départ. L'enfer ce jeu. Non mais oui, c'est très chaotique, mais c'est très drôle. En l'ayant vu à Cannes, c'était très rigolo. Et du coup, ça rend le truc assez fun, vraiment jeu d'apéro. Hein. On peut en faire un jeu à boire, ça marche très bien. Mais malheureusement, c'est un jeu qui n'a pas trouvé son public au bon moment, je pense. Alors qu'il avait un gros potentiel. Mais vraiment un truc assez marrant. Et du coup, ça rejoint vraiment ce côté de Sticky Caméléon. On s'amuse à la table. Y en a pour tous les goûts, c'est tranquille, c'est léger en termes de jeu, mais c'est énergique, c'est dynamique, on s'ennuie pas, on s'emmerde pas, voilà. Mais on va pas épiloguer dessus parce que c'est assez rapide et au final on a fait rapidement le tour de la mécanique. Ensuite on a Détective Charlie. Alors je vous avoue, Détective Charlie, je connais le principe d'enquête, mais je ne sais pas du tout mécaniquement comment ça fonctionne. Est-ce qu'on va avoir un exemple de méca dans le jeu? Ah, du coup, on lance un dé, on déplace Charlie. Il y a quelqu'un qui lit les trucs. Du coup, on rencontre les témoins. Et on retire les suspects au fur et à mesure. C'est du coup, oui, dé avec carte classique, mécaniquement assez simple. Du coup, oui, il aime ça, mais par contre, il aime pas ça. Lui, il est allergique à ça, donc c'est pas possible. Etc. Un petit peu jeu de déduction, etc. à deviner. Voilà, c'est plus, ouais, jeu de déduction. Mais du coup, par contre, voilà, si on lance le dé, il y a un petit peu un côté mon premier verger. Ok. Il y a un peu un côté, quand même, mon premier verger, dans le sens... Alors, vraiment, c'est, je dirais très rapidement, hein, mais c'est dans le sens où quand vous lancez le dé, si vous tombez sur la face mauvaise, on va dire, du coup, ça avance vers la fin de partie. Comme le corbeau qui avance dans mon premier verger quand vous faites la face corbeau. Là, c'est quand vous faites la face temps, le temps avance. Voilà. Mais du coup, ouais, petit jeu de déduction, assez simple. Mais on voit que mécaniquement ça s'épure de manière drastique, hein. Entre ces deux là et ces trois là, on a vraiment une épuration de la méca et du coup il y a un côté aussi plus léger, plus tranquille. Là aussi tout le monde participe tout le temps parce que c'est un jeu d'enquête, on discute entre nous. Il y a une personne, normalement le tour change, hein, c'est chacun son tour, hein, on lance le dé, on déplace et on lit la carte. Il y a vraiment un côté comme ça où on va explorer, on va déduire et on partage ce côté-là tout en n'ayant pas un joueur qui va mener la partie. Donc c'est assez intéressant. Bon alors c'est quoi pourquoi il y a quelqu'un qui vient bonne triste? J'aime beaucoup moi. Voilà. Je mets un bonhomme content pour compenser. Mais voilà. Mécaniquement très simple. Tout le monde participe, encore une fois. Au niveau des thèmes, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé des thèmes sur ces trois jeux. Sticky Caméléon, le thème est vraiment pas vraiment là. Enfin, ça aurait pu être autre chose que ça serait pareil. Tapage nocturne, c'est au final assez pareil. Détective Charlie, c'est un peu plus fort quand même, hein, en termes de thème, hein, c'est-à-dire que ça colle un peu mieux au jeu, mais clairement on aurait pu mettre des enquêteurs classiques ou des petits monstres ou des choses comme ça. Ça aurait pu être des fourmiliers, oui, pour Sticky Caméléon, ouais. Mais clairement, en termes de design quand même, à chaque fois, on n'est jamais très sérieux. Shinobi Wata c'est très pulp, Sea of Cloud c'est très cartoon,
Si Caméléon, c'est très cartoon aussi, hein, ça fait très dessin animé pour enfants. Tapage nocturne, c'est très dessin, très cartoonesque. Hein. Quand on voit l'image ici, c'est vraiment assez léger. Hein. Puis le thème est assez léger aussi. Hein. Détective Charlie, c'est pareil, hein, c'est mignon. Cette petite détective et ces petits témoins sont assez mignons. Très BD style illustratif, tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, 10 ans et plus, 10 ans et plus, 6 ans et plus, 10 ans et plus. Je me demandais s'il y avait un rajeunissement du public, mais non, ça va, ça se... Je sais pas ce que j'ai fait. Mais ça se diversifie, on va dire. Ok. Ensuite, on a tout d'abord Tucano. Parce que Tucano est sorti, Unagi n'est pas encore sorti, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ou c'est l'inverse. Ah, c'est peut-être Unagi qui est sorti en premier. Bon, en tout cas, ils sont plus ou moins sortis à peu près en même temps. Mais on va continuer du coup avec Unagi. Tucano en premier, d'accord. Commençons avec Tucano. Bah tiens, en plus c'est bien, lui il y a un Ludo Chrono. Et du coup celui-là il sera mieux monté. Incroyable. Bonjour à tous, c'est Thomas Ludobox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Incroyable, le son est bon, je vais vous parler de l'image est belle, Tucano, un jeu pour il regarde pas son retour, phénoménal. Environ 15 minutes. Tucano, c'est un jeu dans lequel vous allez essayer de faire des collections de fruits. Encore des collections. De ces fruits va appartenir à une famille différente et en fonction du nombre de cartes que vous allez avoir dans cette famille, celle-ci va vous faire plus ou moins de points. Là aussi, ça va dépendre de la famille du fruit. On va également rencontrer des toucans qui vont vous aider ou au contraire vous mettre des bâtons dans les roues. Dans tous les cas, à la fin de la partie, on va regarder les collections que vous avez réalisées. Celles-ci vont vous rapporter des points ou vous en faire perdre. Et c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant. Au début de la partie, on va donc mélanger les cartes et on va faire 3 piles. On retrouve la même mécanique que Sea of Clouds. Une pile avec 2 cartes et une autre pile avec une carte. Ces cartes, elles représentent donc les différentes familles de fruits et pour chaque famille sera indiquée la façon de marquer des points avec les collections de ce fruit. Par exemple, pour la banane, eh bien, on regardera à la fin de la partie, le joueur qui a le plus de bananes marquera 2 points par carte banane, alors que les autres ne marqueront aucun point par carte banane dans leur collection. Ici, pour ce fruit, eh bien, on voit qu'il y a 4 cartes de ce fruit différent. Si un joueur à la fin de la partie n'en a qu'une, il aura moins 2 points. S'il en a 2, il aura 0 points. 3, 9 points. Et enfin, s'il a les 4, il aura 16 points. A l'inverse, il y aura des familles où plus on aura de fruits, je crois que Théo plus le disait dans un live récemment, Tucano, par exemple, c'est Sea of Clouds simplifié. Il ne donne aucun point, mais il nous fait perdre 2 points si on en a 2 et il nous en fait même perdre 4 si jamais on a les 3 cartes. Donc les joueurs vont ensuite jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement choisir une des piles et la rajouter à ma collection. Donc comme on le voit, ce n'est pas forcément la pile avec le plus de cartes qui est la plus intéressante. Par exemple, je vais choisir de prendre les bananes. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter une carte sur chacune des piles. Et mon tour est terminé, c'est alors au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, il va être lui aussi intéressé par cette pile avec une seule carte et il va rajouter une carte sur chacune des piles. Alors ici, on a une carte particulière qui est apparue, c'est la carte arc-en-ciel. La carte arc-en-ciel, c'est tout simplement un joker qu'on pourra rajouter à n'importe laquelle de nos collections, à l'exception de d'accord, donc c'est assez simple. Hein. Là, mais il y a le côté, effectivement, comme Sea of Clouds, joueur qui, lui, va finalement cartes, on bluffe pas. La pile qui est ici, et il va faire exactement la même chose. Il va rajouter une carte sur chaque pile, et son tour est terminé. Donc au fur et à mesure, on va également voir apparaître des cartes toucans, qui sont des cartes avec des pouvoirs spéciaux que l'on va activer dès qu'on a récupéré la carte en question. Alors la première carte toucan va être par exemple une carte qui va nous permettre de mélanger toutes les cartes que l'on avait devant nous et les remettre face cachée. On ne pourra plus les regarder et les autres joueurs ne pourront pas les regarder non plus. Il faudra essayer de se rappeler ce qu'on avait récupéré. Encore des trucs avec des effets différents. Hein. On retrouve le côté funky. Hein. Sans lui demander son avis. Et enfin, la carte avec un cadeau qui va nous permettre au contraire de donner une carte à un adversaire qui éventuellement nous ferait perdre des points ou bien lui en ferait perdre à lui. On va continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les cartes aient été piochées et qu'il ne reste plus qu'une seule pile au centre de la table. Une fois que toutes les cartes, sauf celles composant une seule pile, ont été récupérées, les joueurs vont tout simplement compter leurs points. Pour cela, on va regarder pour chacune des familles combien cette famille nous rapporte de points. Ici, par exemple, je vais avoir 4 cartes de cette famille, donc elle va me rapporter 5 points. Ici, c'est moi qui ai la majorité des bananes, je vais donc marquer 3 points par banane, 6 points de plus. Ici, j'ai 2 cartes, je vais avoir moins 8 points. Ici, je n'ai pas la majorité des tomates, donc je vais marquer moins 1 point par carte, donc moins 2 points. Moins 2 points à cause de la carte qui est ici, et enfin 3 points pour la carte qui est ici.
Je vais pouvoir utiliser mon arc-en-ciel pour rajouter à une des familles, par exemple à la famille qui est ici, pour ne pas marquer 5, mais marquer 8 points. Salade de tout camp, ça fait un peu ça, ouais. C'est évidemment le joueur qui a le maximum de points qui est alors le gagnant de la partie. Tucano, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir quel... Mais du coup, effectivement, on retrouve beaucoup de... Ah, et la régie qui est dans le chat. Coucou la régie. Dites bonjour à la régie. Mais Tucano, on a encore un style illustratif assez mignon, assez léger. Mécaniquement, on retrouve les collections de Sea of Clouds, Shinobi Wata. D'accord, bah, elle te dit un truc. D'accord, bah, elle dit des choses, mais elle dit il n'y a pas le tréma, mais elle dit des trucs et je comprends pas. D'accord, donc elle a dit que Zoidberg a dit comment tu vas et elle a dit je vais très bien et toi. D'accord, en chinois, bravo. Non mais parlez chinois si vous voulez. Parlez dans le chat en chinois si vous voulez. Moi je comprends pas. Revenons à notre histoire. Donc, on a toujours ce côté un petit peu collection, etc. On essaye de faire des points et compagnie. Et encore une fois, on a le truc de... comment dire? Il y a des trucs funky. Il y a des trucs encore de manière de scorer différentes et des effets différents et des machins différents. Et ça se veut assez différencié et assez pluristylistique. Pas vraiment, mais plutôt pluriscoring. Il n'y a pas qu'une manière de gagner des points. Et c'est assez surprenant que ça se retrouve comme ça à des périodes assez éloignées au final, hein, parce que 2016-2021, hein, donc c'est assez écarté, mais c'est intéressant d'avoir ce rapprochement comme ça qui se retrouve au final dans la méca. Mais et aussi, on reste malgré tout sur la suite de 2017, 2019, 2020 avec Tucano parce que c'est un jeu assez léger. Mécaniquement, il est assez simple. J'ai entendu ça dans les films Les Anges Gardiens. Ravi que ça veuille dire quelque chose. Ah, c'était un beau move, Zoidberg, un beau clutch. Du coup, maintenant, on va découvrir Unagi. Et ensuite, on va déjà faire une sorte de première estimation comme ça. Et on va voir si, avec les co-auteurs, ça se valide. Ou si, au contraire, les co-auteurs sont un petit peu des ouvertures à d'autres sujets chez Théo. C'est vrai en plus. Ah oui, non, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, ici, on n'a pas vraiment d'explication. On va voir s'il n'y a pas les règles disponibles. Parce que les règles me sont assez simples. Hein. Me semblent assez simples. Fiche technique, il n'y a pas de vidéo. Ah si, il y a une vidéo. Ah, très bien. Découvre le jeu de cartes Unagi. Un jeu d'astuces des 5 ans. Le but du jeu est d'être le plus rusé et de pêcher le plus d'animaux marins. Okay. Chaque joueur choisit son chat et le place devant lui face visible. Puis on place les autres cartes au centre de la table, face cachée. Elle constitue la mer. Pêche une carte dans la mer et regarde-la sans la montrer aux autres. Un crabe, super! C'est l'animal préféré de ton chat. Pose ta carte à côté de ton chat, face cachée. C'est au tour du joueur suivant. Si tu penses qu'il a pioché une boîte de conserve, tu peux l'accuser. Mauvais pêcheur! Le joueur dévoile sa carte et... Oh, tu t'es trompé. Remets un de tes poissons à la mer. On continue. Ah. La carte longue vue. Ah, encore elle des effets. De regarder secrètement la carte de son choix encore dans la des mer. effets spéciaux. Hein. Il faut bien la mémoriser pour les tours suivants. À ton tour. Aïe, une boîte de conserve. Essaye de ne pas te trahir auprès des autres joueurs. Mauvais pêcheur. Mince, un joueur t'a accusé. Tu dois lui montrer ta carte avant de la glisser dans la boîte. Donne-lui un de tes poissons. La canne à pêche permet de piocher une carte au hasard dans le jeu d'un de ses adversaires. Effectivement, il y a Personne du memory, il y a du bluff. Pour ce tour. Oui, le filet. Il permet de pêcher 2 cartes incroyable. et de les récupérer. C'est ça que j'adore faire ces lives, en fait, pour plein de choses. Lorsqu'il n'y a plus qu'une seule carte dans la mer, c'est la fin de la partie. Tout le monde révèle son butin et compte ses points.
C'est toi qui as le plus de points. Bravo, tu gagnes la partie. Mais c'est incroyable. Enfin, je trouve ça phénoménal. Le bluff à des gamins, ça doit être fun, ça doit être trop marrant. Mais vous prenez Tucano et Unagi, vous les fusionnez, ça fait Sea of Clouds. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Parce que vraiment, Tucano, il y a le côté collection, où tu vas avoir plein de petits effets, de combos, etc. Et Unagi, tu vas avoir le côté bluff, c'est caché, faut pas montrer, tu peux essayer de parier, de deviner les trucs des autres, etc. Il n'y a pas le côté memory évidemment dans Sea of Clouds, mais malgré tout, tu sais, tu regardes les cartes, tu peux les remettre face cachée, etc. Tu vois, il y a le côté où tu regardes et tu prends ou tu prends pas. Intro au bluff, déduction, effet de carte, ouais. Mais vraiment, je trouve qu'on retrouve, on trouve vraiment des sujets de Théo précédemment, quoi. En vrai, je pense qu'il faut qu'il refasse une mécanique de Shinobi Wata maintenant. En vrai, faire plus simple, c'est plus complexe d'une certaine manière. Du coup, il y a matière à améliorer, tout à fait. En fait, plus c'est simple, plus... c'est pour ça que Bruno Catala dit que pour lui, la quintessence d'un jeu de société, c'est un jeu abstrait. Parce qu'en fait, un jeu abstrait, c'est de la mécanique pure, et il n'y a pas de fioriture pour masquer des petites choses. Il faut trouver la substantifique moelle, tout à fait. Parce que du coup, il faut vraiment vraiment toucher le truc on spot, en mode c'est comme ça qu'on va faire cette mécanique parfaitement, et que vu que c'est millimétré, paf, ça va bien fonctionner. Et c'est assez intéressant parce que là, du coup, on retrouve en fait les tests entre guillemets du jeune auteur en disant bah, je vais mettre plusieurs mécaniques et je vais essayer de les emboîter parce que j'ai envie de faire un jeu comme ça, un jeu comme ça, un jeu comme ça, et si je les emboîtais, est-ce que ça peut pas être cool? Et là de se dire mais maintenant que j'ai fait ça, en fait je les connais ces mécaniques, et est-ce que je peux pas du coup les épurer pour les lisser et les rendre plus accessibles en fait, et plus purs en fait. Pas nécessairement du abstrait. Oui, après, ça, c'est ce que disait Bruno Catala. Hein. J'ai pas dit que c'était obligatoirement comme ça. Hein. Mais il y a ce côté de... Quand tu simplifies, il faut, et que tu ne conserves qu'une mécanique et pas de fioriture autour, c'est plus compliqué, et c'est un petit peu la quintessence du projet, quoi. Mais voilà, vous voyez un petit peu le côté... ce côté-là, Tucano, Unagi, qui est un peu le côté où on a pris Sea of Clouds et on les a un petit peu cutés pour pouvoir vraiment les polir, quoi. Polir ces parties-là, les rendre un petit peu propres et vraiment comme des diamants, quoi. En fait, de fioriture, c'est plus de mécanique autour de ta méca centrale. Ouais, t'as ta méca centrale et elle tient toute seule. Oui, voilà. C'est pour ça que je parle de fioriture. Hein. C'est que les autres mécaniques sont un peu là pour enrober le reste et que ça passe mieux. J'ai aussi l'impression que Théo se dirige de plus en plus vers des jeux pour enfants, non? De ce qu'on voit, effectivement, en tant qu'auteur seul. Oh, et merci beaucoup pour le follow, Bobby Fada. Bienvenue, installe-toi. Oh, j'ai un petit bug que je n'avais pas vu. Hop là, voilà. Et merci beaucoup pour le follow, bienvenue. J'espère que tu vas bien, tu passes une bonne soirée. On parle de jeux de société, donc installe-toi, profite. Après, c'est peut-être une coïncidence. Il y en a eu deux de nommés à Cannes. Mais dans le co-autorat, c'est pas le cas. Ouais, c'est pour ça. C'est que dans le co-autorat, c'est pas le cas. Et que je pense que il y a ce côté où ça peut être des concours de circonstances aussi. Ça peut arriver. Pour plein de petites raisons. Sachant qu'après, par exemple, Tucano, c'est un jeu qui peut fonctionner avec des plus jeunes. Clairement, c'est un jeu qui peut jouer avec des adultes. Pour moi, c'est pas un jeu que pour enfants. C'est un peu comme... C'est dans la même gamme que Bandido, par exemple. Bandido, c'est simple, mais c'est pas que pour les enfants. Mais c'est... Après, on a Détective Charlie et Unagi. Ces deux-là sont des jeux pour enfants, effectivement. On a eu La Maison des Souris aussi. Mais
voilà, Tucano, Tapage Nocturne, Sticky Caméléon, c'est des jeux qui peuvent se jouer aussi en famille et qui sont aussi, en fait, vu qu'ils sont plus simples, vu qu'ils sont plus purs, on va dire, on arrive moins sur du... Vnegui, je jouerais bien en vrai. C'est vrai que ça peut se jouer entre adultes aussi. Après, je pensais, enfin, c'est pas pensé pour, on va dire, mais parce qu'on aurait pu rajouter des choses. Mais qu'il y a ce côté où, vu qu'on fait une mécanique plus pure, plus simple et plus lissée, elle va peut-être aussi plus correspondre à un public qui a besoin de simplicité. Un public qui a besoin de simplicité, c'est un public familial, c'est un public enfant. C'est sûr que si tu veux faire de la mécanique épurée, c'est plus compliqué de l'adapter à un jeu expert, on va dire. Donc c'est dans une logique un petit peu aussi de circonstances. C'est-à-dire que si on simplifie, on épure nos mécaniques, du coup on épure aussi un peu le public, on prend un public un peu moins particulier. Donc un public un peu plus enfant-famille. On va voir maintenant les jeux qui ont été faits en co-autorat, mais avec un seul auteur. Pourquoi ? Parce que les jeux Team Kaedama ou les jeux, par exemple comme Château Aventure, où c'est des scénarios qui ont été faits et pas la mécanique, c'est assez compliqué à aborder parce que du coup il y a 4 cerveaux à emboîter. Donc ça peut être pas simple. En bi-autorat, voilà. Donc il y a Flying Goblin, il y a Foufoufou, qui sont tous les deux avec Corentin Lebras, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Mais qu'est-ce que je suis fort. Glitch j'avais vu, c'était à 3 auteurs. La Maison des Souris, qui est avec Élodie Clément. Monster Café, qui est avec Romain Catergian. C'était son premier jeu d'ailleurs, à Romain Catergian, c'est assez intéressant. Nagaraja qui est avec du coup Bruno Catala. Ça c'est Team Kaedama, ça aussi. Oh My Brain qui est aussi avec Bruno Catala. Donc c'est bien, on pourra faire un peu le comparatif entre Nagaraja et Oh My Brain. SOS Dino. Effectivement, c'est qu'avec Ludovic Maublanc. Super Cat, ils sont 5, c'est encore pire. The Loop, qui est avec du coup Maxime Rambourg, incroyable. Et on est bon, parce que sinon après le reste, ce sont des jeux signés Team Kaedama. Donc on va pouvoir regarder ça. Cette discussion est passionnante, mais je vous laisse, j'écouterai les replays. Bonne soirée tout le monde. Bah, bonne soirée Père Super Zouille, merci d'être passé. C'est un plaisir de vous avoir sur ces lives à chaque fois. Et je suis très content que vous regardiez les replays aussi. Normalement, celui-là, je vais le mettre sur YouTube. Promis, je le mets sur YouTube. L'ouverture de Booster, j'étais pas très content parce que du coup, il y a eu des bugs. Mais celui-là, je le mettrai sur YouTube. Parce que j'aime beaucoup ce format. A bientôt, à bientôt, avec grand plaisir. On va voir s'il y a eu un ludo-chrono de Flying Goblin. Ce serait bien. Ce serait bien. S'il vous plaît. Oui. Ah, c'est bien. Ah, vous voulez une petite fille de Reban? On s'en fout un petit peu de Reban. Et si on s'en foutait pas un peu? On laisse passer un petit peu. On laisse mariner, on le laisse travailler. On laisse faire son caprice. Voilà. C'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Flying Goblin. Flying Goblin, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. T'as pas d'adbloqueur? Non, parce que moi Flying je respecte. Goblin, c'est un jeu dans lequel vous avez une armée de gobelins qui assiège un château. Pas pour cela, vous allez catapulter vos gobelins dans le château dans le but d'en piller les pièces d'or ou les diamants. Il y aura 2 façons de gagner, soit d'être le premier à obtenir suffisamment de diamants, soit d'être le premier à réussir à construire un totem qui restera un tour entier sans être détruit par les autres joueurs. Alors comment va se passer la partie? Eh bien tout d'abord, on va installer au centre du plateau le château, on va répartir les différentes richesses dans les différentes salles, et chaque joueur va recevoir une catapulte de gobelins et un camp de base dans lequel il y aura des pièces qu'il pourra acheter. Puis on aura une succession de tours. À chaque tour, les joueurs vont commencer par, tous ensemble, essayer de catapulter leurs gobelins dans le château. Pour cela, eh bien, ils vont utiliser leur catapulte et les gobelins disponibles. Alors, il n'y a pas de tour de jeu, c'est tout le monde qui le fait en même temps.
Le but est donc de cibler les salles qui vont nous intéresser. Une fois que tous les joueurs, sauf un, ont catapulté tous leurs gobelins, le joueur qui n'a pas terminé a le droit à un dernier catapultage avant que cette phase du tour s'arrête. Une fois que tout le monde a catapulté ses gobelins, on va donc récupérer les gobelins et déclencher les effets des salles dans lesquelles ils sont arrivés. Donc, on va pouvoir récupérer de l'or, on va pouvoir récupérer des diamants, on va pouvoir perdre des diamants dans certaines salles, on va pouvoir voler des diamants à nos adversaires, échanger de l'or contre des diamants et vice-versa, faire tourner le château, et même, si on réussit à faire tomber le roi qui est là-haut, récupérer la tuile balcon qui va nous faire un bonus de diamants. Une fois que tous les gobelins ont été récupérés, les joueurs vont pouvoir dépenser leur or pour acheter de nouvelles pièces. Alors on a le droit à faire un achat par tour, sauf si on a fait tomber des gobelins dans les salles de recrutement qui vont nous permettre de faire plus d'achats pendant notre tour. On va pouvoir acheter de nouveaux gobelins normaux, on va pouvoir acheter le capitaine gobelin qui va pouvoir déclencher 2 fois l'effet de la salle dans laquelle il est arrivé. Bruit, mais non, tout va bien. Donc, du coup, Flying Goblin, on retrouve des points qu'on a vus précédemment. Hein. En vrai, on a du coup mécanique un peu rigolote, funky. Mécanique un peu rigolote, funky, ça nous rappelle Psychique Caméléon, tapage nocturne. Et ensuite, on a plein de manières de du coup, on a perdu. Non, bah non, moi c'est bon, j'ai pas eu de bug. C'est Zoidberg, c'est chez lui, c'est chez toi. Ça a bugué chez toi. Moi j'ai 0 image perdue, tout va bien. Et en fait, du coup, on a plein de manières de gagner des points pour la fin de partie avec des pièces, avec un totem, avec le voleur, avec le roi. Et du coup, on retrouve ce côté de il faut pas qu'on s'ennuie, il faut qu'on ait pas mal de choses à faire possible, etc. Comme du coup Shinobi Wata, Sea of Clouds ou Tucano. Ce côté un petit peu, on a plein de manières de marquer des points de victoire, on a plein de façons de se divertir et de jouer, etc. Donc on retrouve ce point commun on retrouve des points communs qu'il y avait dans d'autres jeux. Donc effectivement, on retrouve la patte Théo Rivière de ce qu'on a vu avant. Effectivement. Donc ça fonctionne. Flying Goblin, c'était quelle année? C'était 2020. Donc si on doit le placer, normalement, on le place après tapage nocturne. Ça c'était arrivé en même... Oui, c'est après tapage nocturne. C'était après tapage nocturne et avant Détective Charlie. Il y a juste 2 manières de gagner. Il y a 2 manières de gagner, mais il y a plein de manières de gagner des points. Dans le sens où tu peux marquer des points avec tes pièces, tu peux marquer tes points avec tes diamants, tu peux marquer des points, tu peux marquer des diamants en tapant le roi. Il y a quand même pas mal de façons de marquer des points. Enfin, c'est pas non plus... il n'y a pas une méthode à avoir. Il y en a plusieurs. Et vu que tu peux gagner aussi via le totem, ça fait une 2e manière de gagner. Donc, il y a quand même une pluralité de possibilités. Évidemment, c'est moins brouillon, entre guillemets un brouillon, parce que je vous avoue, moi j'ai pas joué au jeu, donc je peux pas vous dire. Mais ça semble moins brouillon qu'un Sea of Clouds ou un Shinobi Wata. Malgré tout, c'est comme Tucano par exemple. Tucano, c'est tous la même manière de scorer des points. C'est juste tu récupères des points en fin de partie, et puis c'est tout. Mais c'est très accessible tout à fait. Et on retrouve, attendez, hop là. Et on retrouve du coup le côté mécanique assez simple, mais plein de possibilités, plein de combos, plein d'enchaînements possibles, assez rigolo. Et en plus, on rappelle, le matériel fun à la Sticky Caméléon ou tapage nocturne. On continue avec, dans l'ordre chronologique, d'ailleurs c'est vrai qu'on a commencé par celui-là, mais c'est vrai qu'on aurait dû commencer normalement par Nagaraja. Donc regardons Nagaraja. Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Nagaraja. Nagaraja, c'est un jeu d'enchères et de tuiles pour 2 joueurs de... La colorimétrie est jamais la même, hein. C'est fou. Hein. Dans Nagaraja, les joueurs vont incarner des aventuriers qui ont découvert un temple chacun, et ils essayent de trouver le plus de trésors dedans pour
gagner des points de victoire avant l'adversaire. On va gagner en ayant 25 points de victoire ou plus avant son adversaire, ce qui nous fait gagner la partie. Pour les gagner, il va falloir découvrir des trésors en faisant des chemins qui vont nous mener au trésor grâce à des tuiles. Par contre, si vous trouvez des trésors sympas, c'est très bien, mais il y a également des trésors maudits qui rapportent un petit peu plus de points, mais si vous révélez votre 3e trésor maudit, eh bien vous avez tout simplement perdu la partie immédiatement. Il faudra donc faire attention à ne pas les révéler tous les 3. C'est un jeu d'enchères comme je vous le disais, et c'est un jeu d'enchères avec des cartes et des bâtonnets. Ces bâtonnets, on va les lancer pour gagner des points d'influence. Celui qui a le plus de points d'influence sur ces bâtonnets remportera l'enchère et remportera la tuile qui est mise en jeu lors de cette manche. Comment récupérer ces bâtonnets? Eh bien c'est très simple, les cartes que vous allez avoir en main vont vous donner un certain nombre de bâtonnets à lancer, vous allez en jouer un certain nombre à chaque manche pour savoir quel bâtonnet lancer à chaque manche. Les cartes auront également un cartouche dans leur partie inférieure qui va indiquer un pouvoir qui va pouvoir être déclenché lorsque vous obtenez un symbole Donc encore Naga une fois, sur votre bâtonnet. on a le côté plein de possibilités de jeu parce que telle carte permet de faire tel effet, en même temps de lancer un effet. On va avoir un rôle un petit peu particulier, donc le guide, c'est celui qui a 7 tuiles par chemin. Le guide va révéler la première tuile de la pioche de tuiles, et il va placer une amulette dessus si nous avons un petit symbole amulette comme ceci, c'est un bonus sur lequel je reviendrai plus tard, et ensuite le guide va pouvoir jouer des cartes de sa main face cachée pour savoir quel bâtonnet lancer. Alors attention, vous voyez qu'on a un petit symbole sur le dessus, nous allons devoir jouer des cartes qui possèdent le même symbole, donc je vais par exemple ici jouer ces 2 cartes-là, je les place face cachée, et c'est à mon adversaire de choisir dans sa main quelle carte il veut jouer, donc il va par exemple jouer cette carte-ci. Donc on va révéler les cartes qu'on joue ensemble, et une fois que nous avons révélé nos cartes, nous allons chacun collecter les bâtonnets qui correspondent à nos cartes, et les jeter. Donc le joueur ici aura 2 blancs et un vert, et moi j'aurai un marron et 3 blancs. Nous allons compter des points d'influence, et le plus grand l'emporte, sauf que, vous voyez que nous avons des symboles Naga ici, et pour chaque symbole Naga que nous avons, à tour de rôle, nous allons pouvoir dépenser ce symbole Naga pour jouer une carte pour son effet, donc pour l'effet qui est indiqué dans son cartouche. On va pouvoir gagner des points d'influence, consulter certains trésors, les permuter, ou encore même détruire les bâtonnets de l'adversaire, piocher des cartes, etc. etc. Cependant, toutes les cartes que vous aurez jouées, que ce soit les cartes que vous avez jouées ici, ou celles que vous avez jouées pour les Nagas, vont être défaussées. Et c'est très important de bien se rendre compte que les ressources sont en nombre limité. Une fois que vous avez vos totaux, le plus grand total l'emporte. Donc c'est moi qui remporte ce trésor, cette tuile, pardon, et je vais donc défausser toutes les cartes qui ont été jouées cette manche-ci, placer ma tuile sur mon temple. Alors je vais pouvoir la placer de manière à libérer un trésor, à créer un chemin vers un trésor, comme ceci, ce qui me permet de gagner ces points. En revanche, j'aurais très bien pu essayer de créer un chemin vers mon amulette pour aller la chercher. Lorsque je vais chercher une amulette, je peux gagner un bonus permanent, comme ici des points de victoire, mais je peux gagner également des bonus ponctuels qui vont me permettre de piocher des cartes, de déclencher des effets particuliers, etc. etc. Une fois que vous avez placé votre tuile, le joueur qui n'a pas remporté de tuile, donc ici c'est le joueur qui est en face, le joueur jaune, il va récupérer le parchemin du guide, il va piocher 3 cartes actions, il va les consulter, en conserver 2 et me donner la 3e. Donc celui qui a remporté une tuile aura moins de cartes pour les C'est assez rigolo parce qu'on voit un petit peu le côté Bruno Catala, on voit le côté théorie. La partie se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'un joueur gagne ou perde. Pour rappel, on gagne quand on atteint 25 points de victoire ou plus. On n'a pas encore fait l'analyse ludographique de Bruno Catala, mais on a révélé ces 3 reliques maudites. Si on révèle ces 3 reliques maudites en même temps, on a immédiatement perdu. Il y a également une dernière façon de conclure la partie, c'est si un joueur a rempli ses 9 espaces avec des tuiles. Dans ce cas-là, si la partie n'est toujours pas finie avec les points, on comptera simplement les totaux de points de victoire qui ont été acquis durant la partie, et c'est le plus grand total qui l'emportera. Et voilà, vous avez les bases de Nagaraja, c'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir bien réfléchir à comment économiser vos ressources et comment prendre les tuiles à des moments critiques, sachant que vous avez toujours la possibilité de faire des combos qui vont vous aider avec vos pouvoirs, ou alors vous pouvez très bien décider d'embêter vos adversaires avec vos cartes. Allez, maintenant,
Donc, on retrouve dans les choses qu'on voit un petit peu chez Théo, qu'on a vu un petit peu avant surtout. On retrouve le côté où Communist Party, yay. On retrouve le côté où on va en fait faire du combo. Dans le sens où nos cartes, elles vont nous permettre d'enchaîner des trucs. Je récupère un bâtonnet qui me permet de récupérer tel symbole. Ce symbole, je vais pouvoir l'utiliser pour faire tel effet supplémentaire, etc. Plein de petits effets qui vont s'ajouter. Encore une fois, hein, je révèle tel élément, paf, ça me rajoute tel effet. Comme dans Toucano, par exemple. Où il y a le toucan qui permet de récupérer, qui permet de donner une carte, etc. Ou le toucan qui permet de cacher des cartes. Pareil que dans Unagi, parce que du coup, telle carte qui permet de faire tel effet, qui permet de regarder une carte par exemple dans la mer. Sea of Clouds, hein, telle carte permet de faire un effet durant la partie. Il y a moyen de faire un méga lock à ce jeu. Je l'ai vécu. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, il y a du combo, il y a des effets un peu spéciaux, des trucs un peu funky, hein, enfin ce que j'appelle funky. Malgré tout, on voit le côté, ce que j'appelle, je trouve qu'il ressemble un peu plus à Bruno Catala, c'est le côté faire attention à ses ressources. Essaye de bien calculer, pas trop dépenser. Entre guillemets, c'est méchant dit comme ça, alors que c'est pas vrai. C'est ne t'amuse pas trop. Surtout, ne te lâche pas trop. Prends pas trop la confiance. Fais pas des trucs explosifs parce qu'après, peut-être que ce sera pas rentable et que du coup, tu perdras la partie. C'est un petit peu le feu et la glace, quoi. Donc, c'est intéressant parce qu'on retrouve vraiment, comme je disais, hein, le côté vraiment Théo Rivière avec ce côté en plus de fais attention à tes ressources. Le côté on joue, c'est sérieux. C'est un peu ça, ouais, dans un sens. Mais on retrouve effectivement des points, même si la mécanique, encore une fois, est assez différente. Hein, quand même si on révèle des tuiles, hein, on révèle des choses. Et on aime bien cacher des choses, hein, cacher des petites choses. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est, je rigole. Mais il y a vraiment ce côté, du coup, on peut faire des combos, on peut faire des enchaînements de cartes, on peut faire des trucs, des tours assez costauds. Et ça, c'est marrant. En plus de récupérer des petits effets qui font des bonus, etc. Donc il y a vraiment ce côté-là qu'on retrouve vraiment dans le jeu Théo Rivière, dans les jeux Théo Rivière-esques. Et Nagaraja, ça se place du coup après Sticky Caméléon. C'est ça, après Sticky Caméléon et avant Tapage Nocturne. Et effectivement, on est dans la phase de d'épuration, mais pas encore. On n'y est pas encore. Mais ça c'est pur. Ça c'est pur, mais pas encore. Parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire. Les tours sont assez complexes, etc. Il y a pas mal de petites règles. Donc on y est, mais presque. C'est en route. 2018 aussi, nous avons SOS Dino. Est-ce qu'il y a un ludo-chrono de SOS Dino? Tout à fait, parfait. Donc SOS Dino qui est là avec... bonjour à tous, c'est Corentin Lebras. Non, pas Corentin Lebras. Pardon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'SOS Dino. SOS Dino, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. C'est vrai qu'il parle jamais des auteurs Ludo. C'est un jeu coopératif où les joueurs vont tous ensemble incarner des dinosaures. Premier jeu coopératif. De 4 volcans. Le but du jeu va être d'amener ces dinosaures en lieu sûr sur les montagnes qui sont sur le bord du plateau, en récupérant un maximum très chouette, de leurs œufs. On le note. Chaque dinosaure qu'on aura sauvé et chaque œuf qu'on aura... C'est vrai qu'on n'en a pas dit, mais Nagaraja, aussi, point important, matériel intéressant, matériel original, qu'on retrouve du coup dans Tapage Nocturne, dans Flying Goblin, dans Sticky Caméléon. Attention, hein. On aura sauvé nous rapportera des points, et plus on aura de points, plus on aura gagné la partie. Alors justement, la partie, comment est-ce qu'elle se déroule? Eh bien, chaque joueur va jouer à son tour, jusqu'à ce que la condition de fin de partie soit déclenchée. Quand c'est mon tour de jeu, je vais tout simplement piocher une tuile dans le sac qui est là, et la placer sur le plateau. Il y a 2 types de tuiles. Premier type, ce sont les tuiles Draftozorus sont partis des Meeple derrière, tout à fait. Chaque tuile coulée de lave est associée à un volcan. Ici, par exemple, j'ai une tuile violette qui est donc associée au volcan violet. Je vais continuer la coulée de lave du volcan violet. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire l'action qui est sur la tuile. Ici, par exemple, j'ai un petit symbole patte
ça indique que je vais pouvoir déplacer n'importe quel dinosaure d'une case orthogonalement et pas en diagonale. Alors j'ai dit n'importe quel dinosaure, c'est pas exactement vrai. La tuile étant violette, eh bien je n'aurai pas le droit de déplacer le dinosaure violet. Chaque dinosaure a la même couleur d'un des volcans, et quand on rajoute une coulée de lave à ce volcan, le dinosaure ne peut pas se déplacer. C'est rappelé au dos de la carte, on voit bien que le dinosaure violet ne peut pas être déplacé. C'est bien fait. Par exemple, ça, Loki, déplacer ce dinosaure ici, puis ce sera au joueur suivant de jouer qui fera la même chose. J'ai de nouveau une coulée de lave violette, je la rajoute sur ma coulée de lave violette, mais cette fois j'ai 2 symboles de pattes, cela indique que je vais pouvoir déplacer 2 dinosaures d'une case chacun. Quand je déplace mes dinosaures, évidemment, je ne pourrai pas passer sur les cases de lave et de volcan qui vont me bloquer le chemin, ni sur le lac au centre. Je ne pourrai pas passer sur une case où il y a déjà un dinosaure. Mais si je passe sur une case où il y a un œuf, alors dans ce cas-là, je récupère l'œuf, il a été sauvé. Si jamais j'arrive à me déplacer sur une montagne, et bien dans ce cas-là, j'ai aussi sauvé mon dinosaure et il ne pourra plus rien lui arriver. En effet, si jamais mon dinosaure se trouvait sur une case sur laquelle je dois rajouter une coulée de lave, le dinosaure est éliminé, il est retiré de la partie. Mécaniquement, c'est très épuré. Je pioche une tuile qui est une impasse pour la coulée de lave. Eh bien, c'est plutôt une mauvaise chose parce que, à cause de cette impasse, la pression dans le volcan va monter et dès qu'on piochera une coulée de lave de la même couleur que le volcan, on enlève le volcan qui a explosé et on aura 4 possibilités pour continuer la coulée de lave. C'est mieux, non? Ici. Il est à noter qu'on a ici une nouvelle action qui n'est pas une action positive, puisque cette action nous indique qu'on est obligé de piocher une nouvelle tuile et de la rajouter sur le plateau sans pouvoir déplacer. C'est pour ça, d'accord. Le deuxième type de tuile, ce sont les tuiles météorites. Chaque météorite a un petit symbole, et quand je vais piocher la tuile en question, je vais la placer sur la case qui porte le symbole. Si un dinosaure le dinosaure Sproch, quoi, mis hors jeu. Et de même, aucun dinosaure ne pourra placer sur cette case, qui devient un obstacle. On peut le faire en version trash. On continue ainsi jusqu'à ce que soit il n'y ait plus de tuiles dans le sac, soit qu'il n'y ait plus de dinosaures sur le plateau, c'est-à-dire qu'ils ont tous été soit sauvés, soit éliminés. C'est alors la fin de la partie et on va compter les points. On compte tout simplement 2 points par dinosaure qu'on a réussi à sauver et 1 point par œuf qu'on a réussi à sauver. Il est à noter qu'il existe une petite variante expert où on va rajouter des buissons d'épineux sur certaines cases. Et dans ce cas-là, eh bien, ce sera des obstacles et les dinosaures ne pourront pas passer par ces obstacles. D'accord. SOS Dinosaures, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien gérer les déplacements de nos dinosaures pour qu'ils ne se retrouvent pas bloqués, essayer d'éviter les météorites et puis récupérer un maximum d'œufs pour sauver nos dinosaures. Voilà, vous savez presque. D'accord, donc ça paraît fort complexe. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petites choses, pas mal de petites règles. On est dans la phase d'épuration, mais elle n'est pas encore faite. SOS Dino, il est là. On est en 2018, donc à la même période que Nagaraja. Je vous avoue, je ne sais pas dans lequel des deux est sorti en premier, mais je vais imaginer que c'est d'abord Nagaraja puis SOS Dino, même si je ne suis pas sûr. C'est le premier jeu coop avec Théo Rivière dedans. C'est un jeu qui matériellement est assez intéressant parce qu'il y a des beaux éléments et une belle tridimensionnalité. Il y a pas mal de hauteur, etc. C'est assez chouette. Il y a un côté aussi où on essaye de simplifier la mécanique. À ton tour, tu pioches et tu fais l'effet que tu as pioché et puis c'est marre. Malgré tout, j'ai l'impression quand même que c'est pas si simple, qu'il y a encore pas mal de petites choses parce que et puis il y a la coulée de lave, et puis il y a le blocage, et puis il y a le météore, et puis si tu veux en plus il y a les buissons. Donc c'est encore particulier. Malgré tout on retrouve des petites choses dans le côté, on simplifie la mécanique, on essaye de prendre un jeu
un style de jeu qu'on connaît et on l'épure pour le rendre accessible à la majorité. Et là, notamment, du coup, aux enfants. Parce que c'était édité chez Loki, éditeur pour enfants. Donc, on retrouve le matériel un peu cool de Sticky Cthulhu, par exemple. Enfin, de Sticky Caméléon et Sticky Cthulhu, par exemple. Attendez 2 petites secondes. Ah, voilà. Vraiment, mon nez me grattait très fort. C'était très désagréable. On a aussi un côté, on essaye de simplifier la chose, mais on n'y est pas encore. Ça commence, mais on n'y est pas encore. Du coup, c'est pour ça que je dirais peut-être que Nagaraja existe d'abord et qu'ensuite on a eu SOS Dino dans l'ordre des créations. Parce qu'il y a ce côté où c'est quand même mécaniquement plus simple. On retrouve pas le côté combo, le côté funky habituel, malheureusement. En vrai, il y a vraiment ce côté. J'ai l'impression qu'il est pas. Enfin, il est moins épuré, moins abouti. J'ai l'impression que les autres jeux pour enfants qu'il y a eu, c'était un premier essai normalement. C'est le premier vrai jeu pour enfants. Après là, c'est les dates de sortie Flying Goblin, ils ont mis des années à le sortir. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Après, il a quand même évolué avec son temps aussi. Il y a eu un travail éditorial et il y a eu un travail d'auteur pour qu'il soit adapté à son époque. Mais on retrouve certains points communs dans tous les cas. On retrouve la mentalité de la personne. Mais on est encore un petit peu au début, peut-être, de la simplification pour enfants, qui n'est pas encore complètement maîtrisée. Et donc, du coup, ça... C'est presque, mais pas encore ça. Mais on retrouve quand même quelques points communs. La simplification, l'épuration et le matos sympa. En plus, un peu 3D, un peu agréable pour les enfants. Donc ça, on était en 2018. Ça, c'est 2020. Est-ce qu'on a un jeu en 2019 ? Oui, 2019. Foufoufou. Alors, Foufoufou, bon. Foufoufou, est-ce que j'ai un truc sympa à montrer Foufoufou ? Non. Ah, vous savez quoi ? On va mettre Foufoufou, c'est un peu flux. Il y a un peu de ça. Mais parce que moi, j'aime beaucoup. Vraiment, Foufoufou, j'aime beaucoup. Hein. Même si... parce que... Ah, mais on s'en fiche. Les pubs dévisent. Non, mais tais-toi en plus. Tais-toi. Foufoufou, il y a un côté où du coup, on va se donner des gages. Qui est un peu rigolo. Allez, hop. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, évidemment. Voilà. Donc, comme vous voulez. Ceci dit, si je commence, je dis bien fait. J'ai rien compris. Voilà. Quand une personne reçoit une carte rose, je dis bien fait. Donc là, c'est une verticale, ça va concerner tout le monde. Quand une autre personne me donne une carte rose, je lui fais bouh. J'ai rien compris. Voilà. En gros, on va avoir du coup à son tour devoir piocher une carte et ça va nous donner des règles. Je parle comme un robot. Rien compris. Non mais alors ça va t'aider à comprendre mieux en fait. Bien fait. Et du coup, on va avoir en fait des petits gages comme ça qu'on va se passer ou qu'on va piocher. Tu as fait bout quand une autre personne. Pas compris, c'est ça, j'ai rien compris. Et ça me fait énormément rire parce que c'est vraiment des gages débiles et il faut que les autres se rendent compte si on a joué, enfin si on a fait le gage ou pas. Et c'est très simple et ça marche très bien et c'est très très drôle. Une carte rose, je l'interdis. Quand je recouvre une carte, je dis dommage. J'aime beaucoup quand même cette situation. Et c'est du coup c'est vraiment idiot et c'est vraiment très drôle et ça marche très bien. Pose une carte collective, je dis j'aime pas les cartes collectives. J'ai rien compris. Et voilà, et du coup ça va. Voilà. Et ça donne des situations débiles, très drôles. Ça peut devenir un jeu à boire très facilement. Ça le rend vraiment parfait quoi. Enfin, c'est vraiment le super bon jeu de soirée, je trouve. Et du coup, je trouve que ça marche vraiment très bien. En fait, c'est assez simple, c'est assez efficace.
Donc on retrouve, nous sommes en 2019, hein, donc hop, même année, Tapage Nocturne. Foufoufou était sorti avant Tapage Nocturne non, après. Bon, après, ça change rien à cette période-là. Hein. Les deux jeux étaient déjà en développement des deux côtés. Mais c'est dans la même gamme hein, que Tapage Nocturne, que Sticky Cthulhu. Ces jeux un peu rigolos, qu'on joue en soirée, qu'on se marre, on rigole, on s'emmerde pas parce qu'il faut faire attention à ce que les autres font. Et ça le rend très funky, très drôle, très amusant, très accessible, très épuré mécaniquement. Donc la phase d'épuration a déjà été faite à ce moment-là. Et on est du coup sur un jeu où on est là pour s'amuser, entre amis, on se marre bien, on rigole bien. Et du coup ça rejoint Tapage Nocturne, ça rejoint Sticky Cthulhu. D'une certaine manière, ça va rejoindre le jeu de bluff de Unagi. Ah, coucou Giro, coucou Guillaume, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une bonne soirée. Mais on retrouve du coup ce qu'on a vu avant. Et de manière assez marquée, de manière assez intéressante. Donc Foufoufou, pas si surprenant dans la gamme de Théo, même si on commence à discerner quand même quelques points communs et en même temps quelques thèmes différents. Hein. C'est pas uniforme. C'est pas aussi uniforme que l'était par exemple Antoine Bozin. Ensuite, passons du coup en 2020. En 2020, il y a eu tout d'abord, parce qu'il est sorti en février, Monster Café. Monster Café, ça va être bien parce que je le connais et que je l'aime beaucoup, Monster Café. 2020, c'est ici. Monster Café, on va quand même se mettre une petite vidéo. Hop. On va la mettre moins fort. Et voilà. C'est un jeu tout simplement où en fait on va poser des cartes, faire des effets et à la fin du coup il faut essayer d'avoir la majorité pour scorer des points. Encore une fois on va retrouver une mécanique assez simple, assez épurée hein, parce que c'est tu joues une carte, tu fais l'effet, mais malgré tout un côté collection parce qu'il faut que tu conserves des cartes pour avoir une majorité. Et en plus, un côté où toutes les cartes ont plein d'effets, il y a plein de possibilités, il y a plein de gameplay différents, etc. Donc on retrouve vraiment le côté mécanique parce que de ce qu'on a vu par rapport à Théo Rivière, je voulais juste revenir sur un truc, c'est que on va revenir sur deux. Voilà. Déjà, vous avez plein de manières de jouer, plein de manières différentes. Et aussi, du coup, il y a plein de cartes différentes. C'est-à-dire que toutes les cartes ne sont pas ne sont pas jouées tout le temps, mais elles ont toutes des effets différents. Ce qui fait qu'il y a plein de manières de jouer, il y a plein de combos possibles, plein de combos de mise en place. Ouais, tout à fait, c'est ça. Il n'y a pas de combo de cartes, vraiment. C'est-à-dire que tu peux pas faire « je joue cette carte, donc je fais ça, donc je fais ça ». Malgré tout, il y a plein de possibilités, il y a plein d'emboîtements possibles, il y a plein on va plutôt dire voilà, d'emboîtements possibles, de dispositions possibles en début de partie. Voilà. Et donc c'est ultra intéressant. Et on retrouve le côté... Et il y a du bluff aussi avec les monstres cachés. Tout à fait, il y a du bluff complètement. Donc on retrouve le Sea of Clouds, on retrouve Unagi, on retrouve... pareil, hein, toujours le Sea of Clouds ou Shinobi Wata, hein, les effets un peu différents, essayer d'avoir plein de mécaniques assez originales et assez différentes pour que ton plaisir de jeu soit renouvelé à chaque partie, et aussi des mécaniques assez différentes pour que ça soit, on s'ennuie jamais. Un petit peu, du coup on retrouve aussi un petit peu Flying Goblin. En termes de matériel, c'est pas un foufou, hein, c'est des cartes et c'est des jetons, donc on va pas partir sur le côté matériel surprenant. Mais il y a un côté où t'es toujours content d'y jouer et t'as, entre guillemets, le côté un peu, t'es jamais déçu, qu'on retrouve à nouveau. Donc ça fonctionne bien, donc c'est toujours un petit peu dans la même idée de gamme, hein. Même si évidemment il y a des différences, hein, parce que n'oublie pas qu'il y a Romain Catergian, comme juste avant, il y a d'autres co-auteurs, hein, donc c'est normal qu'il y ait des variations quand même.
C'est logique, on retrouve certaines choses de certains auteurs. Après, des auteurs qu'on connaît plus ou moins d'une certaine manière. Corentin Lebras, par exemple, c'est compliqué de lui trouver son style à lui, parce que Corentin Lebras, il fait que du co-autorat. Donc c'est un peu compliqué de retrouver le style de Corentin Lebras, parce qu'il ne fait que du co-autorat. Romain Catergian, c'était son premier jeu. Compliqué du coup de trouver la patte de Romain Catergian dans ce jeu, parce qu'en fait, bah, du coup, il n'a pas fait d'autres jeux. Un peu plus compliqué. Mais du coup, on remarque bien qu'il y a des choses qu'on retrouve dans les jeux de Théo qu'on retrouve dans d'autres jeux qu'il a fait seul. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, on a en premier The Loop ou la Maison des Souris, je ne sais plus. Je pense que c'est la Maison des... Ah non, c'est The Loop en mars et la Maison des Souris en... Bon, je ne sais plus. On va parler de The Loop. Parlons de The Loop. Hop. C'est sorti en mars. The Loop, c'est pas en mars? Ah non, c'était plus tard. C'est en octobre. Ah oui, non, mais mea culpa. Dans ce cas, la Maison des Souris d'abord. C'est marqué. Comment ça, c'est marqué? Ah oui, 30 octobre. Oh, l'aveugle. Et 13 novembre. Eh ben, c'est quand même The Loop en premier. Chais. Gros chais. Est-ce que nous avons une petite vidéo sympa de The Loop? Oui, parce qu'il y a un trailer qui a été fait normalement. Mais comment ça, Chiksho Korea? Mais non, je m'en fous. Je voulais The Loop jeu de société. Voilà. Bah on va mettre le trailer. Et je vais vous expliquer un peu le jeu. The Loop, du coup, c'est un jeu coopératif fait avec Maxime Orenbourg. Le principe de The Loop, c'est qu'on travaille ensemble pour éviter qu'il y ait des failles qui n'arrivent sur les zones un petit peu. On retrouve un peu ce côté-là dans Ghost Stories, par exemple. Et donc, à son tour, on va pouvoir activer les cartes qu'on a piochées durant le tour. Mais aussi, il va falloir faire attention parce qu'il va y avoir des clones qui vont rajouter de la difficulté, enfin rajouter des cubes qui vont faire perdre la partie, enfin qui vont rapprocher de la fin de partie. Et il y a en fait de notre côté des possibilités de jeu parce que du coup, on va à son tour tout simplement activer nos cartes et on va pouvoir dépenser des cubes d'énergie pour faire des loops. Du coup, on remet à disposition nos cartes pour refaire nos effets. Et du coup, ça permet de faire des combos qui sont intéressants et qui sont fun. D'ailleurs, du coup, j'ai pas mis le trailer. J'ai mis... Donc du coup, voilà. On place des clones en début de partie. On pioche des cartes. Et du coup, voilà. C'est ces cartes-là qui vont avoir des effets différents. Elles sont assez toutes différentes. Et sachant qu'en plus, chaque personnage a ses cartes propres. Donc ça veut dire que les parties sont assez différentes. Et en plus de ça, il y a 4 modes de jeu différents. Donc il y a vraiment de la grosse différence en matière de jeu, en matière de gameplay, en matière d'effets. Les objectifs aussi pour gagner la fin de partie. L'objectif du coup c'est de réussir 4 objectifs. Un peu de deck building dans un sens aussi effectivement. Du coup, il faut réussir nos objectifs qui sont différents et qui, du coup, nous permettent de gagner la partie. Donc, il y a des côtés un petit peu... ça se renouvelle, c'est assez surprenant. Faut marquer 4. Oui, il faut en marquer 4, c'est ça. Donc, voilà. Vous voyez un petit peu ce côté-là où, du coup, il faut, au fur et à mesure, en fait, faire attention à ce qu'on joue et en même temps il y a plein de possibilités et en même temps il y a comment dire ce côté combo assez funky et etc. Donc on va retrouver ces points là dans d'autres jeux. Donc le côté beaucoup de manières de jouer, beaucoup d'effets, beaucoup de trucs différents. On va retrouver ça avec Sea of Clouds, avec Shinobi, les combos, aussi Flying Goblin, hein, les possibilités de jeu différentes. On va retrouver les gameplays différents des parties avec, comme par exemple, Monster Café. On va avoir
aussi, est-ce qu'on a d'autres choses? On va avoir aussi tous les petits effets spéciaux, etc. avec Nagaraja. Mais sinon, c'est quand même que le deuxième coop avec SOS Dino. Et on est assez différent quand même de SOS Dino. Hein. Quand même, donc c'est assez surprenant. Et c'est assez marquant en termes de différence. On connaît pas trop la patte. Je ne connais pas trop la patte de Maxime Rambourg. Donc je pourrais pas donner mon avis sur qu'est-ce que la patte de Théo, qu'est-ce que la patte de Maxime Rambourg dans ce travail. Malgré tout, on trouve des points communs quand même avec le travail de Théo. Que j'ai dit juste avant. Les combos, les effets tous différents, le côté un peu funky du jeu. Le thème est funky aussi, d'ailleurs, de manière assez surprenante. Même si, on le rappelle quand même, c'est le plus important, c'est Maxime Rambourg qui a l'initiative du projet. C'est-à-dire que c'est d'abord Maxime Rambourg qui a fait le jeu. Donc, c'est important parce que il n'est pas le papa premier du jeu. Il est arrivé en cours de développement. Donc, c'est un point qu'il faut quand même mettre en perspective. Peut-être que Maxime Rambourg a des points communs de gameplay avec Théo Rivière. Et dans ce cas, c'est intéressant. Donc voilà, on retrouve quelques points communs quand même avec cette idée de combo. Et enfin, du coup, on va finir avec Oh My Brain. Alors par contre, Oh My Brain, il va sortir en 2021. Il n'est pas encore sorti, il est tout à la fin. Hop. Et il est avec encore Bruno Catala. Est-ce qu'on a déjà une idée un petit peu du jeu? Les nuits d'été, les bois et les feux de camp où il fait bon griller des guimauves, quel bonheur. Enfin presque. Soudain, hors des buissons, des hordes d'animaux zombies se précipitent vers vous. Veulent-ils vous voler vos guimauves? Pas du tout. C'est votre cerveau qu'ils veulent couper en cubes et faire rôtir sur le feu de camp. Votre but dans Brain Camp est de vous débarrasser de ces assaillants, c'est-à-dire des cartes en main, le plus rapidement possible pour éviter de perdre progressivement la tête, car perdre votre cerveau signifie être entièrement transformé en zombie et perdre le jeu. Un jeu de cartes et de défausse, taquin à base de hordes de zombies animaux qui veulent absolument grignoter des bouts de cerveau pour les faire griller comme des marshmallows sur un feu de camp. Ah, malheureusement, on ne pourra pas trop aller dans le détail de la règle, parce que on l'a pas, tout bêtement. Mais peut-être que du coup on retrouvera des points communs avec d'autres jeux, mais on ne peut pas trop dire. On n'a pas la règle. Dommage, ça aurait été bien. Mais du coup on va débriefer. Débriefons. Si nous devons faire un jeu de Théo Rivière, que faisons-nous? Si nous voulons plagier Théo Rivière, honteusement, je fais un jeu, je dis que c'est Théo Rivière alors que c'est pas vrai. Qu'est-ce que je ferais? C'est pas bien ça déjà, c'est pas bien. Mais pour la blague, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait un jeu où il y a des combos. La collection des règles simples et efficaces. Pas de la collection. Parce que c'est pas la collection qui est le plus marquant au final. Le plus marquant, pour moi, ce n'est pas la collection, c'est le côté où il y a plein d'effets différents. Ou plusieurs effets différents. Il n'y a pas qu'un seul truc, qu'une seule manière. Comme, du coup, Shinobi, Sea of Clouds, mais aussi Nagaraja, mais aussi Foufou d'une manière, il y a plein de règles différentes, il y a plein d'effets différents. Flying Goblin, plusieurs cases, plusieurs manières de scorer, plusieurs manières de gagner. Monster Café, pareil, il y a encore tous ces effets différents. The Loop, encore ces cartes avec des effets différents, des possibilités de combo. On n'a pas parlé de la maison des souris d'ailleurs. On n'a pas parlé de la maison des souris. C'est pas bien ça. Rattrapons cette erreur. Parce que je l'avais rangé du coup et j'ai oublié d'en parler. C'est pas bien. Et dans le chat, personne n'en a parlé avant. Rivière, édité par Gigamic à partir de 5 ans. Il n'y a pas de Ludo Chrono, donc on fait avec ce qu'on peut. Alors, ça va être un très beau jeu illustré par Jonathan Auconte. Tout mignon, coopératif, basé sur la mémoire. On va avoir une petite maison à construire. Hop! Une petite règle en français bien illustrée.
assez sympa avec des variantes pour la difficulté. Donc encore des variantes. Difficulté facile, moyen, intermédiaire et vraiment très difficile. Une notice de montage pour la maison. Donc là, je l'ai déjà montée. Les plateaux pour les joueurs selon la difficulté. Et une autre magnifique maison. Ah si, elle l'a dit, c'est juste que j'avais pas activé le son, mais elle a bien dit du coup. Plusieurs objets. Elle a bien dit le nom normalement de. Je prends tout ce qu'il y a à l'intérieur, je positionne. Alors, c'est moi. Le positionnement, on est bon. On a un petit repère avec l'échelle. Et c'est Elodie compte, c'est ça, au compte? Au niveau de l'échelle. Compte ou au compte? On va choisir le plateau de difficulté facile. Parce que je ne suis pas très douée en mémoire. Pourquoi je sais que c'est fiche? Ah, voilà. On va prendre les jetons faciles qui sont repérables par leur couleur. Donc rouge, c'est vraiment difficile. Orange, intermédiaire, ce sera des jetons à rajouter. Donc moi, je vais prendre que les verts. Comme je l'ai dit au début. En gros, le principe quand même de la maison des souris, parce que bon là, elle présente le matériel, on s'en fout, enfin elle met l'installation. Moi j'aimerais bien juste qu'on m'explique les règles. Mais en gros, l'idée, c'est que vous avez la maison. Ah d'ailleurs, bah Elodie, elle est là. La vidéo des QD Games, c'est 3 minutes. Très bien. On va accélérer un petit peu parce qu'au début, à chaque fois, c'est toujours un petit peu de mise en scène. Raph, est-ce que ça va? Oh, Raph, mon bon Raph, ça va mal. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, là. Oh, j'ai perdu un bouton. Oh non. Ouais, c'était mon bouton préféré. Il était rond. Oh non, pas ton bouton rond. Oui. Mais est-ce que tu as regardé sous la table? J'ai regardé partout. Partout. C'est fichu, j'ai perdu mon plus précieux trésor. Est-ce que tu aurais même regardé dans le jeu que juste ici? Hein? Dans le jeu? C'est quoi le jeu? C'est la maison des souris. C'est un jeu où l'on doit gagner ou perdre ensemble. Donc un jeu coopératif pour enfants. Volés par des souris en regardant par les fenêtres de leur maison. Mais là, est-ce qu'on peut jouer là? Est-ce qu'on peut jouer là? On peut! Ah! Alors pour commencer, il faut choisir un niveau de difficulté entre facile, intermédiaire, difficile ou même très difficile. Ah, et moi là, je suis bon, hein? Je suis très bon. Me semble, oui. Je suis au moins intermédiaire, OK? OK. Alors le jeu se déroule en 4 manches et chaque manche, on a 3 choses à faire. Préparation, observation et réponse. Ah, la première, la préparation. Donc, alors on glisse ça c'est les bons objets l'installation, dans les le trou jetons. du toit et on remue la maison. Ah non, je veux. On se secoue, on calme, observe, Raph. on répond à des Ok, questions. on Oui, c'est ça, remue ouais. Doucement. OK. Ensuite, on ouvre la lampe de poche et puis c'est le temps de... L'observation. Oui, c'est le moment de regarder par les fenêtres pour trouver tous les objets. Bon, bah, je sais pas pourquoi, j'ai une alerte comme quoi le stream est arrêté alors que c'est etc. pas grave. Je vais regarder. Allô. Mais qui a fermé la lumière? Bien, on a 30 secondes pour mémoriser tout. Quoi? Va jeter par la fenêtre. Mais comment ça? C'est tombé sa tomate? Ouais, ben là, c'est très pour Mais donc, répondre. du coup, Je suis bon pour me concentrer. Regarde. Voilà, mais du coup l'idée c'est que on va du coup essayer de retrouver les éléments, essayer de s'en souvenir, et essayer du coup de répondre aux questions que va nous poser le jeu sur où est tel élément, etc. Essayer de les retrouver et se débrouiller là-dessus. Donc, si on doit résumer rapidement, parce que du coup comme ça on débrief et comme ça ensuite on passe, comme ça on passe rapidement au débrief. On a un matériel intéressant, des règles assez épurées, assez simples, hein, donc on retrouve avec du coup Unagi ou Tucano ou Détective Charlie, qui est dans le même suivi, hein, un petit peu. Le matériel intéressant et innovant, comme du coup Psychic Tulu, Nagaraja, SOS Dino, Tapage Nocturne, Flying Goblin, The Loop aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a la tour AD, enfin il y a la tour à cube. Donc voilà, des points, des choses intéressantes, des choses originales et un côté assez accessible à un peu aussi. Et aussi, c'est assez intéressant, c'est que encore une fois, personne ne s'ennuie. Personne ne s'ennuie parce que tout le monde est concentré vu qu'on est toujours tous en train de regarder, de répondre aux questions. On est tous ensemble tout le temps et on joue tout le temps. Et on s'ennuie pas. Voilà, donc si on doit débriefer, Théo Rivière.
faire un jeu de Théo Rivière, du coup, je disais, c'est un jeu avec des combos. Donc, Shinobi Wata, Sea of Clouds, des combos, on joue plein de cartes, plein d'effets différents. Du coup, pareil pour Nagaraja, plein de petits effets qui peuvent se combiner. Pareil pour Foufoufou au final, hein, plein de petits effets aussi différents qui vont complexifier plutôt le jeu, là au contraire, plutôt que nous aider. Flying Goblin avec les zones différentes, les conditions de victoire différentes, les trucs qu'on peut faire différemment avec nos petits gobelins. Monster Café avec toutes ces cartes différentes qui ont chacune des effets particuliers. The Loop avec tous les objets différents qui vont nous permettre de se combiner et de faire des combos qui vont être beaucoup plus efficaces pour gagner la partie. Tucano avec nos fruits qui vont avoir chacun des manières de scorer différentes. Et toujours ces petites cartes en plus dans Tucano et Unagi qui vont avoir des effets particuliers, des sortes de petits twists un petit peu. Donc on a ce côté là. Ensuite on a le côté qui arrive plutôt à partir de 2019, courant 2019, et qui va ensuite se suivre, qui va être un peu plus représentatif en tout cas, parce que c'est pas toujours le cas, notamment The Loop ou Flying Goblin ne sont pas des jeux qui ont cette caractéristique-là, mais les autres sont assez épurés. Ils sont assez simples, ils sont assez clairs. Mécaniquement, c'est assez pur. Donc, on va retrouver aussi ce côté-là. Et en plus de ça, si on doit ajouter un dernier truc, ce serait peut-être ce côté où effectivement aucun joueur ne s'ennuie. On a toujours quelque chose à faire, que ce soit à son tour, piocher une carte, faire un effet, lire quelque chose, ou au contraire réfléchir ou faire attention à ce que font les autres durant le tour des autres. C'est le cas notamment du coup Sticky Cthulhu, enfin Sticky Caméléon ou Sticky Cthulhu, on joue tous en même temps. Nagaraja, on joue en même temps, on fait des mises et on réfléchit en même temps et on fait les effets en même temps. SOS Dino, on réfléchit ensemble pour réussir. Tapage Nocturne, c'est tous ensemble d'un coup. Foufoufou, il faut faire attention à ce que les autres vont faire quand c'est pas nous qui jouons. Flying Goblin, on joue tous dans le même moment. Monster Café, on s'attend plus, effectivement, c'est moins le cas. The Loop, on réfléchit ensemble un petit peu pour s'organiser. La Maison des Souris, c'est tous ensemble. Détective Charlie, quand la personne lit la carte, nous on réfléchit. Tucano, on attend un petit peu. C'est un peu plus différent. Unagi, quand la personne regarde sa carte, on essaye de voir si elle est un mauvais pêcheur ou non. Donc il y a vous voyez, il y a quand même ce côté où on s'ennuie jamais vraiment. Il y a un peu cet objectif toujours de pas s'ennuyer. Faut pas qu'on s'ennuie. Et je pense que c'est l'un des points importants. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de cartes avec plein d'effets différents et qu'il y a aussi beaucoup de de trucs où on joue un peu tout le temps. Faut pas qu'on s'emmerde. Il y a un peu cet objectif là de se dire non, faut pas qu'on s'ennuie. Et aussi un côté de il faut pas que la partie suivante soit la même. Tu pioches des cartes au hasard, tu as des surprises, c'est tout, tu auras pas toujours les mêmes choses au même moment, etc., etc. Faut pas que ce soit pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette envie de faut pas qu'on s'ennuie à la première partie, faut pas qu'on s'ennuie à la deuxième partie non plus. Vous voyez un petit peu le côté, un petit peu ce que je veux dire par rapport à ça? Parce qu'il y a du hasard, parce qu'il y a de la surprise. Et aussi, on va retrouver en termes en termes plutôt de thème, de graphisme, on va trouver des choses un peu légères. C'est jamais très sérieux, c'est pas détente, c'est toujours très funky ou très illustratif. C'est de la variance, voilà, de la variation, de la différence, du renouveau. Mais aussi du coup le thème est assez léger, on se prend pas la tête, on n'est pas là pour se prendre la tête, faut que ce soit léger, faut qu'on s'amuse, faut pas que ça nous emmerde. J'ai l'impression qu'il y a un peu toujours ce côté là de faut pas qu'on s'emmerde, faut qu'il y ait, faut que ce soit léger, faut pas que ce soit lourd, faut pas que ce soit pesant. Mais du coup aussi, et on le voit avec l'évolution là du coup, c'est qu'il y a une épuration, il y a un lissage, il y a un nettoyage qu'on retrouve parfois pas avec certains jeux, hein, notamment du coup The Loop par exemple, qui est un peu plus lourd,
ou Flying Goblin. Mais sinon, les autres sont assez légers, assez purs, assez propres. Parce que la mécanique est assez simple, assez claire. En même temps, c'est pareil. Hein. Enfin, The Loop encore, il y a plein de petits effets, il y a plein de petites choses, on peut faire plein de petits trucs. Flying Goblin, c'est un peu pareil. Même si au final, mécaniquement, ça tourne assez bien, c'est assez fluide. Mais c'était plus compliqué à gérer, on va dire. Mais du coup, j'ai un peu l'impression, ça c'est plus une impression personnelle. Mais c'est un peu cette impression de, il faut pas qu'on s'ennuie, il faut pas que ça soit ennuyeux, il faut pas que ça nous ennuie. Dans le sens où il faut pas que ça soit redondant. Faut qu'il y ait plein de manières de jouer, plein de manières de faire des combos, plein de possibilités. Comme aussi, il faut pas que ça nous ennuie parce que le thème est lourd ou la mécanique est lourde. Faut pas qu'on soit pesé. Faut pas que le jeu nous pèse à ce niveau-là. C'est pour moi les points communs, les choses qui ressortent. Mais globalement, du coup, si on devait plutôt parler de manière plutôt terre-à-terre mécanique, c'est des combos, des multiples possibilités, des multiples effets, des multiples combinaisons et une belle épuration. Et en fait, surtout, voilà, une légèreté, que ce soit par le thème ou la mécanique. Voilà. Je pense que si on doit résumer Théo Rivière, c'est ça. C'est plein de combos, plein de petites choses, plein de petits effets funky, plein de petits twists et de la légèreté, mécaniquement et thématiquement. Voilà. Bah au final, on a réussi. On a réussi à faire notre résumé de la ludographie de Théo Rivière. Et je suis content. En vrai, je trouve que ça a bien marché. On a pris presque 2 heures hein, pour faire ça, mais ça se tient bien. Ça se maintient bien dans le temps, ça se confirme, on retrouve des choses, on perd des choses évidemment avec les co-autoras et des choses comme ça. Mais en vrai, je trouve que ça c'est... Faudrait faire Kaedama à un moment. Oh là là. ça va être du gros taf ça. En mode, ah attends, du coup faudra faire. Si on veut faire Kaedama, on a fait Antoine Boza, on a fait Théo Rivière, il nous manque... Ludovic Maublanc et Corentin Lebras. Corentin Lebras, ça va être le plus dur. Vraiment, Corentin Lebras, ça va être le plus dur. Faudra voir si c'est possible. Franchement, je sais pas du tout. Je pense que ça, je le ferai. Je regarderai en off si c'est possible. Parce que c'est peut-être un gros challenge. Mais on pourrait peut-être à un moment se faire effectivement quelle est la ludographie de Kaedama. Bah, t'as fait la moitié en vrai. Ouais, c'est ça. Et on a fait les plus simples, on va dire, je pense. Parce qu'il y en a un qui était assez fort thématiquement et rangé. Et il y en a un autre où je connaissais assez bien. Royal Canin, ouais, c'est un peu ça, ouais. Parler du jeu Royal Canin. Mais je vous avoue, Ludovic Maublanc, je connais pas trop sa ludographie au final. Et Corentin Lebras, il a fait que du co-autorat. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, donc on va essayer de se faire ça, un de ces 4 peut-être, avec grand plaisir. Voilà, c'était chouette. Je suis content du résultat. C'était bien marrant, comme d'hab. À chaque fois qu'on fait ça, c'est la deuxième fois qu'on le fait, mais ça marchait bien. C'est très intéressant à chaque fois. Même moi, j'apprends des choses, donc ça me plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand-chose. Mais j'espère que Théo du futur. Je te parle, Théo du futur. J'espère que tu ne t'es pas arraché les cheveux, ni la barbe, avec ce que j'ai dit. Parce que j'ai peut-être dit de la merde. C'est possible, parce que c'est ce que je vois et c'est ce que je comprends rapidement sur certains jeux, pas tout, mais du coup, ou sinon que j'explique rapidement. Mais du coup, j'espère que j'ai été assez accurate et que ça a été intéressant aussi pour l'auteur en lui-même. Ça peut être intéressant. Voilà. Je pense qu'on va se laisser là, parce que c'était quand même ça fait déjà 2 heures. 2 heures de stream. J'espère que ça vous a plu. On se dit rendez-vous mercredi matin pour un stream où on va faire un proto de jeu de société. De toute façon, Théo, tu peux être immonde avec. Il est trop gentil, il dira rien. Ah, alors, si vous voulez, je peux vous dire une anecdote que j'ai par rapport à Théo sur un autre auteur. C'est-à-dire que j'ai rencontré
j'ai rencontré, attendez, parce que j'ai un trou de mémoire. J'ai un problème avec certains noms de gens, ça ne rentre pas. Donc je suis désolé, je vais vérifier avant pour pas dire de conneries. Mais voilà, j'ai rencontré Manuel Rosoy, et du coup je lui ai dit que j'étais auteur de jeu, et que il fait ah c'est cool, tu connais des auteurs, t'as déjà un pied dans le milieu, etc. Je fais bah oui, j'étais éditeur, etc. Et je connais Théo Rivière. Et on s'entend assez bien, il est super gentil et tout. Et il fait ah oui mais de toute façon, Théo Rivière, il est tellement gentil, il est ami avec tout le monde. Donc, effectivement, Théo Rivière est trop gentil peut-être. Je pense peut-être qu'il est trop gentil. Mais bon, après, c'est dommage de dire qu'on est trop gentil. On est jamais assez gentil. Mieux vaut être gentil plutôt qu'être un immonde connard. C'est pas bien d'être méchant. C'est pas bien d'être méchant, c'est bien d'être bien. Voilà. Ce sera le mot de la fin de ce live. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, même si vous regardez cette VOD, cette vidéo sur YouTube, etc.